merci à ceux qui sont en ligne. On se présente. Moi, je suis Marc-André Fortin de la table de concertation du Faubourg Saint-Laurent, Annick Reinhardt de la CDC Centre-Sud. On va co-animer aujourd'hui le débat électoral Sainte-Marie-Saint-Jacques. On a invité plusieurs candidates et 5 ont répondu à l'appel aujourd'hui. Donc, je vous les présente rapidement. Nous avons Christopher Benninger du Parti libéral du Québec, Phoebe Laplante du Parti québécois, Stéphane Marquis du Parti conservateur, Manon Massé de Québec solidaire et Alex Tyrrell du Parti vert. Je vous explique le déroulement de la soirée. Je vous dis tout de suite, on a décidé de donner un ton très convivial. Même les candidats ont dit on s'appelle par nos prénoms, fait que ça donne un peu le ton à la soirée. Puis ça va être comme ça que ça va se dérouler. Évidemment, on s'attend à la même attitude du public en salle, c'est-à-dire même si votre cœur bat fort pour un parti, juste rester respectueux aussi des autres. Évidemment, tout commentaire raciste, homophobe, sexiste et toutes les istes ne seront pas tolérés, et ça même sur le fil de discussion sur Facebook. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous, mais je voulais juste l'annoncer. Donc, comment va se dérouler la soirée de ce soir? Donc, les candidats, évidemment, sont 5, fait que ça ne donne pas beaucoup de temps pour jaser, s'exposer, donner ses idées, mais ils ont été avertis que c'était 1 minute et demie, souvent leur prise de parole, et ils vont respecter le temps scrupuleusement, et ils ont même un gardien du temps aux yeux sévères en avant qui va leur indiquer qu'il faut qu'ils wrap up, comme on dit en bon français, leur prise de parole. Donc, aujourd'hui, ça va commencer. Il va y avoir une courte présentation, 1 minute et demie, vous l'aurez compris, de chaque candidat. Et ensuite, on va avoir des questions sur 4 thématiques qui ont été annoncées, soit dit en passant. Donc, logement, environnement. Le 3e thème, c'est vie communautaire. Et le dernier thème, c'est qualité et coût de la vie. Donc, pour chaque thème, il va y avoir une question qui va être posée à l'ensemble des candidats. Ils vont avoir 1 minute et demie. Je vais le répéter souvent. 1 minute et demie pour répondre. Et ensuite, il y a un débat ouvert de 6 minutes. Vous allez dire, c'est pas long, mais sinon, on reste ici jusqu'à minuit. Fait qu'il fallait faire des choix éditoriaux en ce sens-là. Je veux juste dire qu'il y a eu un appel de questions qui a été lancé. Donc, toutes les questions qui sont posées ce soir, c'est des questions qu'on a reçues via un formulaire qui était disponible en ligne. Fait que merci à ceux qui ont envoyé des questions. On a reçu environ une 30aine de questions. On ne fait pas toutes les poser, fait qu'on en a choisi quelques-unes. Et les questions qui sont posées, c'est telles quelles qu'on les a reçues. Il n'y a aucun mot qui a été changé. C'est vraiment les questions des gens, organismes du quartier. Donc, je voulais juste le préciser. Donc, merci à ces personnes qui se sont prêtées au jeu. Ça, c'est la première partie. Donc, présentation, il va y avoir des questions sur nos 4 thèmes, puis ensuite, on va avoir des questions du public. Quand les gens arrivaient dans la salle, on leur demandait d'entrer leur nom sur un papier. Si jamais il y avait une question à poser en direct à nos candidats, bien, c'est tous les candidats qui vont y répondre. On fera une pige. Et comme je vous ai dit tantôt, on a reçu 30 questions. Donc, il y avait vraiment des belles questions là-dedans. On les remet au jeu. On fera un tirage parmi les questions qu'on avait reçues dans cet appel à questions. Une fois ça fait, petit mot de fermeture. On remercie nos candidats et ça devrait se terminer vers 20h si tout va bien. Donc, voilà, c'est un peu le déroulement de la soirée. Et je vais laisser la première partie, qui est la présentation des candidats. Oui, bien c'est ça, prêt, pas prêt, on y va, candidat, candidate. Donc, on a tiré au sort, en fait, l'ordre des candidats et des candidates, ça va changer au cours de la soirée. Donc, pour l'instant, on vous demande de vous présenter en 1 minute 30. Vous êtes chronométré. On commence aujourd'hui avec Manon Massé. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bien. Alors, bien, bonjour tout le monde. Je vais me lever parce que je ne vois pas tout le monde. Manon Massé, votre députée sortante. Donc, ça fait 8 ans que je suis ici dans Sainte-Marie-Saint-Jacques à représenter la circonscription, à travailler avec une équipe du Tonnerre que vous connaissez aussi, parce que les enjeux sont multiples dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Et je vous dirais, parce qu'en 1 minute et demie, je ne peux pas vous dire tout, mais que pour moi, si vous me faites encore confiance, ça va me faire plaisir d'aller vous représenter parce qu'il reste encore de la job à faire. Puis vous le savez, vous n'arrêtez pas de m'en parler. Tu sais, la beauté de notre circonscription, c'est qu'il y a de la diversité.
c'est qu'il y a du monde de toutes sortes d'origines, toutes sortes de classes sociales qui cohabitent ensemble et il y a du travail à faire pour qu'on puisse continuer à habiter notre milieu, à pouvoir magasiner dans notre milieu, à pouvoir garder nos groupes communautaires dans notre milieu. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est un travail qu'on va poursuivre. Vous savez que je suis sur plusieurs projets. Et je remercie mes collègues d'être là. Il y en a qui ont choisi de ne pas l'être, c'est leur choix. Je suis contente parce que pour moi, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas de penser pareil. C'est d'avoir l'intelligence d'être capable d'en débattre, de défendre ses points de vue et de rendre ça intelligible pour les gens. Alors, bonne soirée. Merci. Merci. Donc, notre deuxième candidat, c'est Stéphane Marquis. Bonjour à tous. Contrairement à mon illustre congénère que vous connaissez tous, moi, je suis nouveau dans la scène politique. Et je vous remercie de prendre le temps de m'écouter. Je suis un architecte qui pratique son métier depuis maintenant 13 ans de manière privée dans notre circonscription. Et j'ai été amené à approcher la chose publique comme une nécessité. J'ai vu qu'il y avait, au cours de nos dernières années, des transformations de notre monde qui m'ont interpellé. Et je dois vous dire que je suis très friand de la concorde. Je considère que dans toutes circonstances sociales, il y a nécessité de joindre les esprits dans les meilleures manières qu'ils soient afin d'aboutir à une société qui soit constructive. Et donc, je vous remercie. J'espère pouvoir partager les idées que je véhicule ce soir. Merci, M. Marquis. Notre troisième candidat, c'est Alex Tirel ce soir. Bonjour à tous. Mon nom, c'est Alex Tirel. Je suis le chef du Parti vert du Québec. Je remplace notre candidate Hayley Roop ce soir, qui est en train d'organiser un événement pour l'environnement à McGill, là où elle étudie en environnement et en économie. Le Parti vert du Québec, c'est un parti qui est éco-socialiste. Pour nous, l'éco-socialisme, ça veut dire mettre de l'avant l'environnement, mais aussi la justice sociale, s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à un système de santé publique de bonne qualité, que nos écoles sont en bonne forme et qu'il y a un filet social aussi dans lequel personne n'est laissé sur la marge. On a aussi une politique identitaire très inclusive. On met de l'avant des politiques comme la gratuité du transport en commun dans cette élection, quelque chose de très important. Aussi une décroissance de l'industrie automobile avec une garantie d'emploi pour tous les travailleurs pour qu'ils puissent travailler dans la transition énergétique. On est de loin le parti avec le programme le plus ambitieux en termes d'environnement. On propose de dépenser 500 milliards sur une période de 4 ans pour la transition énergétique et pour protéger l'environnement ici au Québec. On fait face à d'énormes enjeux, que ce soit des changements climatiques ou la pollution des lacs et des cours d'eau au Québec. Il y a des enjeux qui sont très pressants et on a un gouvernement qui n'ose pas faire des investissements et n'ose pas mettre la priorité ni sur l'environnement ni sur la justice sociale. Donc, le Parti vert du Québec, on est ici pour influencer le débat et pour offrir une alternative concrète aux gens qui pourront revendiquer à tout moment un changement rapide en politique. Donc, c'est un plaisir d'être ici ce soir pour échanger avec mes collègues. Merci. Merci, M. Tirel. La quatrième candidate, c'est Phoebe Laplante. Alors, bonjour tout le monde. Mon Dieu, OK, je vais m'éloigner comme ça. Mon micro, il est super, il est puissant. Donc, Phoebe Laplante, je suis candidate du Parti québécois. J'ai 22 ans, donc je suis très, très jeune. Je suis en communication politique à l'UQAM, entre autres. Et moi, ce qui me passionne, c'est l'action. Au-delà de mes études. Puis depuis, dans le fond, depuis 20 ans, depuis que je suis jeune, je vois la politique se répéter. C'est toujours un peu la même chose. Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a rien qui se concrétise. Je vois mon environnement qui se dégrade complètement. Je vois le français s'effriter à Montréal, entre autres. Je vois même, à certaines reprises, les droits des femmes reculer, plus au sud, tout d'abord. Donc, vraiment, je pense qu'il faut agir dès maintenant. Puis pourquoi je me présente en politique à 22 ans, entre autres, c'est pour vraiment faire avancer les choses. Je pense que c'est en faisant élire des jeunes, entre autres, qu'on va pouvoir y arriver, qu'on va pouvoir faire avancer concrètement, parce que clairement, les précédentes générations ne l'ont pas fait.
Donc, il faut être en mesure de pouvoir y arriver. Donc, c'est pas mal ça mon point. Et pourquoi l'indépendance? Parce que, bon, il y a le Parti québécois aussi. Pourquoi l'indépendance? Je pense que l'indépendance en soi est un amour qu'on porte tout d'abord à soi-même. Et c'est en s'émancipant, entre autres, qu'on va pouvoir devenir un peuple qui aime et qui partage sa culture, sa langue et son amour. Merci beaucoup. Merci. Dernier candidat en liste, Christopher Benninger. Bonjour à tous, Christopher Benninger. Je me présente, je suis vraiment content d'être ici avec des magnifiques compatriotes. Et donc moi, c'est une aventure très récente, l'entrée en politique. Ma passion, c'est mêler le développement durable à rendre ça un enjeu qui va vraiment parler aux gens. J'ai eu pendant de nombreuses années, 12 ans, une entreprise dans le développement durable qui finalement fait le marketing de petites entreprises locales pour les aider à grandir et réussir. Et ces entreprises ont toutes eu un impact très positif sur l'environnement. Je me suis lancé en politique parce que j'ai identifié les enjeux importants auxquels nous faisons face. Et je crois que les enjeux créent des opportunités d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif. Et moi, c'est ça que je veux représenter. On est mis au défi sur tellement de choses par notre gouvernement actuel. Notamment, on a une crise de main-d'œuvre où on n'a pas assez de gens pour remplir les postes. Et là, une des solutions que je propose, moi j'ai vécu partout dans le monde, même si je suis né au Canada, j'adore Montréal. Et ce que je vois, c'est cette pénurie de main-d'œuvre finalement, où une solution claire, c'est de contribuer avec les immigrants à un moment où ils sont mis à dos par le gouvernement actuel. J'ai jamais vu ça depuis que je suis au Canada. Et comme je vous dis, je suis né au Canada, je suis parti pendant un bout. Et le Canada rayonne par son positivisme dans le monde. Le Québec rayonne par le positivisme. On est une terre d'accueil. Et voilà notre opportunité d'aller de l'avant. Et j'ai envie de représenter les solutions, non seulement en environnement, mais aussi pour faire face à la pénurie de manœuvres et créer un Québec tous ensemble, où on est tous inclus, pour aller de l'avant de façon positive. Merci. Merci aux courtes présentations là, de nos 5 candidats et candidates. On serait donc maintenant prêt à passer sur notre premier thème de la soirée, qui est le thème logement. Juste avant, merci, vous avez respecté votre temps, vous êtes des champions. On continue comme ça, OK? Je fais juste vous le dire. Merci. Bien, vous allez voir ce soir, là, Annick et moi, on se sépare un peu, préambule, les questions, puis les animations. Donc, le premier, c'est logement. Le préambule est le suivant. Donc, l'ensemble des partis politiques provinciaux maintenant reconnaissent l'existence d'une crise du logement. Le coût des loyers pour les locataires est trop élevé. Nombre de familles vivent dans des logis trop petits ou trop chers pour leurs besoins. Et la construction de logements sociaux et abordables tarde à se concrétiser. Les impacts de la crise du logement sont sévères. Annick. Je vous l'ai dit tantôt, les questions, on les prend telles quelles, fait que je vais les lire parce que je ne voudrais pas dire des choses qui n'ont pas été écrites par les citoyens de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Donc, la première question, puis je suis contente, je vous vois prendre des notes, vous êtes sûr de... Il y a un petit préambule, puis il y aura comme 2 volets à la question qui a été envoyée. Comment votre parti s'engagera-t-il à compléter le financement nécessaire à la construction des 1742 logements Accès Logis montréalais, dont les 230 logements sociaux situés dans Ville-Marie, nommément Coopérative, le Havre-Frontenac et le projet d'Interloge sur le site de Radio-Canada, déjà annoncé, mais compromis par le manque de financement adéquat. Fait que ça commence costaud, je vous l'avoue. C'est la première question quand même. De plus, ça c'est la deuxième question, fait à vous de voir comment vous voulez répondre à ça aussi. De plus, votre parti s'engage-t-il à maintenir Accès Logis et si oui, de bonifier son financement à la hauteur de 10 000 unités de logement par année pour l'ensemble du Québec? Donc, encore une fois, c'est des questions qui nous ont été envoyées par des gens du quartier ou des organismes. Je vous rappelle, on va dire souvent 1 minute et demie par candidat, puis ensuite, il y aura un débat ouvert de 6 minutes où les candidats pourront relancer les idées exprimées auparavant par leurs congénères. Et selon le tirage au sort, la première personne à prendre parole, c'est Phoebe. C'est toi qui brises la glace à cette question sur le logement. C'est une bonne question. Moi, je pense qu'en premier lieu, il faut reconnaître qu'il y a une crise du logement, ce que le gouvernement ne fait pas.
Donc, clairement, je pense qu'en reconnaissant le problème, c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver des solutions qui sont vraiment équitables. Nous autres, ce qu'on propose au niveau du Parti québécois, c'est d'investir, bien sûr, dans les logements sociaux et non abordables. Quelle est la différence, entre autres? C'est que les logements abordables, entre autres, vont être repris par des propriétaires et puis ils vont les réinvestir ailleurs. Donc, c'est pas ça nécessairement qui va faire baisser les prix. C'est pas ça qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir occuper un logement à un très bon prix. Donc, c'est pour ça qu'il faut investir dans les logements qui sont sociaux. Nous autres, ce qu'on propose, entre autres, c'est la construction de 5 000 logements sociaux par année, donc sur une période de 5 ans. Donc, sur 5 ans, ça va être 25 000 au total qui vont être inscrits. Il y a une autre chose qu'on veut, qui je pense qui est quand même assez important au niveau de la crise du logement, c'est de mettre en place un registre des loyers. Parce qu'on n'est pas capable à l'heure actuelle, puis moi je le vis en tant qu'étudiante, de voir l'ancien prix. Donc tu peux payer, sans le savoir, 300, 400, 500 $ de plus parce que le propriétaire l'a rajouté au prix initial. Donc c'est pas mal ça qu'on propose. Puis voilà. Merci, on va casser la glace. La deuxième personne à répondre à cette question, c'est Manon. Oui, en matière de logement social, en fait, c'est le parent pauvre de notre construction. Hein. Le condo pousse comme des champignons, puis le logement social reste en terre, malheureusement par manque de financement. Alors, Québec solidaire s'est déjà engagé dans les dernières journées à investir 2,9 milliards en investissement, donc dans le béton. Ça, c'est une chose. Ça, c'est dans le premier mandat. Pour construire sur l'ensemble du Québec 25 000 unités de logement social. Et je parle bien de logement social, moi aussi. Mais plus que ça, on le sait que certains nombres de logements ont besoin d'accompagnement. Dans le programme Accès Logis que nous, on veut absolument retirer des mains du privé. On veut aussi investir 80 millions. Pas 80 millions, pardon, 490 millions pour du soutien à l'intérieur des logements, ce qui est nécessaire. Mais il y a toutes sortes d'autres affaires. Bien sûr, le registre des loyers, le contrôle des loyers, qui redonnerait du pouvoir aux gens qui, malheureusement, sont pris face à leurs propriétaires devant une régie du logement, devant le tribunal administratif qui n'en tient pas bien compte. Un contrôle de loyer permettrait d'inverser la preuve, et ça, il est temps que ça se fasse. L'Ontario le fait. Merci. Troisième personne, Christopher. Oui, alors, notre objectif pour le Parti libéral du Québec, c'est en 10 ans, on se donne 50 000 unités de logements sociaux. Maintenant, on partage avec beaucoup des candidats les mêmes objectifs, mais on veut y arriver différemment. Alors, la première chose, évidemment, c'est de regarder la conversion d'espaces de bureaux libérés. Parce que nous, on trouve que, oui, le privé crée des problèmes, mais il faut aussi créer des solutions avec le privé, c'est notre avis. C'est une différente façon de voir les choses. Il y a énormément de bureaux maintenant qui ne sont pas occupés. Avec le télétravail, les gens restent à la maison. Et nous, on se dit, pourquoi pas faire des partenariats privés-publics pour créer des nouveaux espaces. Ça, c'est une chose. Ça nous permet aussi d'être dans un budget moins déficitaire, parce qu'en créant des partenariats, maintenant, il y a certaines personnes qui vont hurler, qui vont dire, mais le privé, c'est les bad boys et tout ça. Mais n'empêche que vous savez, ça, c'est les fondations du Parti libéral. Le Parti libéral et moi-même, c'est pour ça que je suis dans ce parti-là, on croit que les solutions, on a une des très fortes préoccupations sociales, oui, mais il faut un plan économique pour y arriver. Donc on ne met pas contre le privé pour y arriver, on veut les embarquer dedans, parce qu'on trouve que les solutions créatives, souvent, il faut aller chercher des fonds privés pour trouver des solutions qui vont nous coûter moins en taxes. Parce que le problème, c'est que si on veut dépenser de l'argent, et il y a tellement d'endroits où on a besoin de dépenser d'argent, ben les revenus, il faut que ça vienne de quelque part. Et nous, on n'a pas envie de monter trop les taxes. Donc on se dit, une façon créative de le faire, c'est de rentrer en partenariat avec le privé pour créer des solutions. Merci. Ça va être Monsieur Alex. Merci beaucoup pour la question. Au Parti vert du Québec, on croit que l'accès au logement devrait être un droit reconnu par les tribunaux. Puis, on a vraiment un programme très, très audacieux dans le logement pour cette élection.
Partout à Montréal et au Québec, on a des multinationales qui sont en train d'acheter des blocs de logements pour ensuite les rénover, expulser le monde et charger beaucoup plus cher aux prochains locataires. Donc, nous autres, ce qu'on propose de faire, c'est d'adopter une loi à l'Assemblée nationale qui dit qu'on n'a pas le droit de posséder plus que 10 logements locatifs par personne ou par entreprise. Tout ce qui est au-delà des 10 logements serait exproprié, deviendrait la propriété d'une nouvelle société d'État nommée Habitation Québec. Et les gens qui habitent les logements auront deux choix. Soit ils pourraient habiter dans les logements et les acheter pour le prix que le gouvernement a payé, ce qui serait la valeur pré-pandémie, ou bien ils pourront continuer de louer, mais avec option d'achat. Fait que comme ça, les gens, quand ils payent le loyer à chaque mois, ils vont pouvoir accumuler du capital, ils vont pouvoir devenir propriétaires du logement dans lequel ils habitent. Et ça, c'est un rêve là, qui est cassé pour plein de jeunes d'aujourd'hui qui n'auront jamais les moyens de même se payer un appartement pour habiter chez eux. Il y a des propriétaires qui sont en train de faire des profits énormes sur le logement. Et beaucoup de ces profits-là sont envoyés à des sociétés multinationales en dehors du Québec, qui vont les utiliser soit pour prendre d'autres logements et pour rendre la vie plus difficile pour d'autres mondes, ou carrément envoyer l'argent ailleurs. Donc, il faut poser des gestes que certains qualifieraient de radicaux dans ce dossier. Merci. Merci. Donc, si vous faites le décompte rapidement, il reste un candidat, c'est M. Stéphane qui va conclure ce premier tour de réponse. Merci beaucoup. Alors, nous, au Parti conservateur du Québec, on est un petit peu aux antipodes de la pensée générale. On croit que le marché est un vecteur extrêmement important du développement. Il ne faut pas, par exemple, vilipender les propriétaires d'immeubles ou de logements. Je crois que c'est un partenariat qu'il faut établir entre ceux qui créent donc des opportunités, le privé, et les gens qui ont besoin d'avoir un logement à coût abordable. Ce que l'on sait, c'est que les coûts des logements sont, bien sûr, pour les loyers modiques, difficiles à rejoindre. Donc, nous proposons plutôt de donner des allocations aux personnes qui auraient besoin de faire un pas supplémentaire pour obtenir accès à un logement et ainsi ne pas se mettre à remettre encore des moyens entre les mains de l'État pour générer davantage de gestion qui, on le sait, et c'est assez terrible. On a des listes d'attente interminables pour les gens qui attendent un logement. On pense que de permettre aux propriétaires de rénover leur logement et d'avoir un rendement qui soit efficace dans le temps, ça serait l'idéal avec une aide que nous apporterions aux locataires. Merci. On passe à la partie débat. Là, habituellement, ça fait quand même quelques débats qu'on a dans la dernière année. Le premier débat se passe plutôt bien. On respecte le temps imparti. On laisse chacun prendre son tour. Plus ça va avancer, plus je vais faire un peu plus de gestion. Mais j'ai confiance. Donc, il y a 6 minutes où les candidats peuvent relancer les idées des uns et des autres. Je les ai avertis avant, je vous le dis à vous aussi, vous pourrez voir s'ils font bien ça, qu'une fois qu'ils ont le bâton de parole, de penser à le partager pour que chacun puisse s'exprimer aussi ou relancer les idées ou peu importe, vous savez comment ça fonctionne, un débat. Évidemment, mon but, c'est pas de m'intercaler, on n'en viendra pas au point. Je l'ai dit, moi puis Marc-André, c'est convivial. Je suis comme la Céline Galipeau, lui, le Sébastien Beauvais de la soirée, mais vraiment en mode relax, vacances. Fait que voilà. Fait que ça donne le ton débat. Et on a 6 minutes qui va apparaître sur le cadran ici. Là, je ne sais pas qui se dit, moi, je voudrais commencer, j'ai quelque chose à dire ou je veux poser une question. Je te vois aller, Phoebe. Je pense que tu veux prendre le bâton de la parole. Fait que je te laisse casser la glace encore une fois. Je peux le prendre, là, ça me dérange pas. Il y a juste un petit mot parce que j'entends les propositions de mes deux collègues à ma droite puis à ma gauche. Il y a un seul problème, c'est qu'en donnant, entre autres, trop de liberté aux propriétaires, entre autres, ce que ça va faire, c'est que les propriétaires, eux autres, ils vont augmenter. Ils peuvent augmenter à l'heure actuelle à cause de la fameuse cote F. La clause F. Entre autres, ce que ça consiste, c'est le fait que pour les logements qui ont en bas de 10 ans, ils peuvent augmenter
ils peuvent augmenter, dans le fond, le coût des loyers. Donc là, dans le fond, c'est sûr que c'est pas profitable de laisser ça nécessairement aux propriétaires de tout décider puis d'augmenter comme ils veulent. Donc, nous autres, ce qu'on veut, c'est la clause F qui est complètement éradiquée parce qu'on trouve ça inacceptable que les propriétaires puissent décider d'augmenter comme ils veulent. Tu as raison, Phoebe, c'est la case F, puis c'est 5 ans. Mais c'est inacceptable, que ce soit 5 ou 10 complètement. Okay, oui, effectivement, moi je pense que ce privilège-là devrait être effectivement retiré. Et si on pousse plus loin, on va se le dire, le privé a échoué. Le privé a échoué à offrir des logements accessibles financièrement aux gens de la population. Le salaire a augmenté comme ça dans les dernières années, puis les loyers, puis là, vous comprendrez que je ne suis pas dans la courbe exacte, là, c'est symbolique mon affaire. Fait que les salaires ont augmenté comme ça, puis les loyers ont augmenté comme ça. Il y en a des loyers disponibles actuellement dans le comté, là. Mais l'enjeu, c'est que le monde ne sont pas capables de se louer. Ils sont trop chers. Donc, le privé a échoué. Moi, je pense qu'il peut continuer à agir, le privé. Mais quand je vois ce qui est arrivé à Mont-Carmel, expulser 200 aînés en changeant le mode RPA pour du logement locatif, nous, on veut intervenir là-dedans, interdire ça. Et on veut aussi créer un fonds anti-spéculation qui va faire en sorte qu'on va sortir du marché privé des habitations, que ce soit du condo même ou des maisons, pour les offrir à la population à un prix moindre. On peut agir. Le problème avec Mont-Carmel, ça je pense qu'on est tous d'accord, c'est effroyable ce qui est arrivé, c'est un spéculateur, un shark qui est arrivé, qui a acheté ça et qui a enlevé les titres et les droits des personnes âgées qui vivaient là. Nous, le Parti libéral, c'est pas ça qu'on veut. Et moi, c'est pas ça que je veux pour le quartier. Ce que je veux, c'est de créer des négociations intelligentes. C'est comme de dire, alors, la négociation s'est mal passée, alors je n'ai jamais négocié avec lui. Mon problème, c'est que si on laisse juste au gouvernement, on veut résoudre les mêmes choses maintenant, si on laisse au gouvernement, juste le gouvernement de résoudre ça, et qu'on ne fait pas des partenariats intelligents, on se retrouve dans une situation où on a besoin de revenus pour couvrir ça. Et plus on a des ambitions sociales, vous le savez, plus ça coûte. Et plus ça coûte, malheureusement, à tout gouvernement, à un moment donné, il a besoin de revenus. Nous, ce qu'on dit, ce n'est pas l'extrême capitaliste de dire « Ah ouais, on va laisser au privé le Far West de gérer ça comme ils veulent ». Non, on va créer des partenariats intelligents où il y a des limites, où il y a des garde-fous, parce qu'on pense que c'est à l'avantage de tout le monde d'avoir des partenariats avec le privé. Ce n'est pas les bad boys. Si on ne les laisse pas être les bad boys, encore faut-il des limites, il faut des garde-fous. Un des garde-fous que nous, on propose de mettre en place, c'est des taxes sur les propriétés inoccupées. Vous saviez qu'il y a beaucoup de spéculateurs, des millionnaires qui viennent de partout, d'ici et d'ailleurs, et qui viennent spéculer sur des propriétés. Et donc, ce qu'on propose, ce n'est pas extrême, c'est assez au centre, c'est de dire, des fois, on peut faire des partenariats avec le privé pour créer une bonne solution qui ne va pas nous coûter trop cher au niveau des taxes, si on régule ça et si on le fait bien. Et donc, ça a été mal fait à Mont-Carmel, que ça va se passer chaque fois comme ça, parce qu'il faut être en amont. Il faut faire le deal avant avec les garde-fous en place. C'est ça que je propose. De toute évidence, on a quand même ici, jusqu'à récemment, un parc immobilier où la location n'était pas équivalente à ce que l'on retrouvait ailleurs dans le pays. C'était quand même abordable. Alors, comment se fait-il que, même dans ces conditions-là, on n'avait pas le moyen de rendre possible cet accès? Je crois qu'encore une fois, les propriétaires et ceux qui se mettent dans cette condition d'offrir de l'offre, ils ont les mains liées par la réglomania, hein? Encore plus de taxes là, dont on parle présentement. On complique beaucoup les choses. Et en fait, en 1985, lorsqu'un propriétaire rénovait son logement, il pouvait espérer recouvrir son investissement, si on peut dire, ou sa dépense en 7,5 années, alors qu'en 2021, on parle pour une rénovation équivalente de 43 années avant de récupérer. La clause G qui
qui force un propriétaire au bail de mettre le loyer qu'il avait en 12 mois précédents, cette nouvelle location qu'il veut faire avec une rénovation, ça cause d'énormes soucis de ne pas vouloir faire cet effort-là. Je vais laisser le dernier. Moi, je pense que c'est très important de remettre en question le rôle du capitalisme dans le marché du logement. Parce qu'on a des gens qui sont en train d'acheter des logements et qui sont en train d'utiliser les loyers pour payer l'hypothèque. Et moi, je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste qu'un propriétaire multimillionnaire puisse payer son hypothèque avec le loyer des gens et que ces gens-là soient en train de verser jusqu'à 50% du revenu pour des loyers. C'est un non-sens total. Ce n'est pas une business qui est légitime. Et moi, je pense que c'est les bad boys, ces gens-là, les propriétaires qui sont en train de se faire du capital là, sur le dos des gens, qui sont en train d'esclaver la classe ouvrière à payer des loyers qui sont inabordables, qui sont incompatibles avec les salaires qu'on reçoit. Et il faut poser des grands gestes. Je sens que vous êtes investi par ce sujet-là, ce thème-là. Gardez votre... parce que le prochain aussi, je pense que vous allez l'aimer. C'est celui de l'environnement. Merci pour... je vais clore la parenthèse logement. Je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures, là, mais c'est les règles comme ça. Je vous lis le préambule pour mettre un peu la table. Le préambule, c'est juste pour mettre la table sur le thème. C'est l'environnement. Évidemment, on entend beaucoup parler. L'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris est de limiter le réchauffement climatique moyen à une augmentation de 1,5 degrés Celsius. Pourtant, selon le secrétaire général de l'ONU, les engagements des États, même respectés, nous conduisent plutôt à un monde où il va y avoir une augmentation de 3 à 4 et même 5 degrés. On le voit aussi au quotidien, canicule, froid intense, etc. Là, je me répète parce que je n'ai pas suivi mon préambule, mais c'est pas grave. Par exemple, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, on n'est pas à l'abri des transformations météorologiques et environnementales. Les populations de notre territoire, en partie dues à leur niveau de vulnérabilité socio-économique, plus élevés que les autres quartiers de l'île de Montréal, les vivent plus durement. On a entendu parler d'îlots de chaleur, etc. Donc, juste garder ça en tête. C'était le préambule. Je mets la table pour la question. Attention, la question est longue, mais tout aussi importante. Tout aussi longue, mais tout aussi importante, en effet. Alors, la question qui nous a été adressée pour vous, c'est « Avec la proximité du pont Jacques-Cartier et la présence de nombreuses artères majeures dans la circonscription, la population subit quotidiennement les effets néfastes de notre dépendance à l'automobile. Dans le contexte de la crise climatique, la nécessité de changer nos façons de se déplacer est devenue encore plus critique, car plus de 40% des émissions de GES au Québec proviennent du secteur des transports et ces émissions ont augmenté depuis 1990. Quelles mesures concrètes proposez-vous ou votre parti propose-t-il pour réduire l'utilisation de la voiture dans la région de Montréal et dans Sainte-Marie-Saint-Jacques plus spécifiquement? Cette fois-ci, le premier à parler, c'est Alex Tirel. Parfait, merci beaucoup. Donc, une question évidemment très pertinente là, pour le Parti vert du Québec. Nous autres, on veut une décroissance de l'industrie automobile. Et on reconnaît qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans cette industrie-là. Dans chaque village, vous allez trouver des garages, des concessionnaires, des vendeurs d'assurance, des gens qui réparent les accidents, toutes sortes d'affaires. Mais nous autres, on veut un plan de décroissance. Et ce n'est pas en changeant les véhicules à essence pour les véhicules électriques qu'on va régler le problème. Il y a actuellement un boom minier au Québec pour des minerais, pour des voitures électriques. Il y a des dommages importants. Ce qu'on va gagner en changement climatique, on va perdre en termes de qualité d'eau et qualité d'air dans beaucoup de régions au Québec. Donc, il faut une décroissance planifiée de cette industrie-là. Il faut offrir aux travailleurs et travailleuses une garantie d'emploi dans la transition énergétique. On propose un budget de 500 milliards pour cette transition énergétique-là. De toute façon, on va avoir besoin de main-d'œuvre. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler dedans. On veut aussi avoir la gratuité du transport en commun, un autre moyen d'inciter des gens à faire le saut vers les transports en commun. En ce moment, c'est quand même très cher. On a eu des augmentations de prix encore à nouveau cette année. Il faut donner des gens des moyens de se déplacer de façon plus rapide, plus efficace, plus confortable et moins coûteuse avec le transport en commun. Ça ne devrait pas être un sacrifice d'utiliser le transport en commun. Ça devrait être plus facile et comme ça, on peut attirer des gens pour le faire. On veut aussi une taxe carbone de 200 $ la tonne dès maintenant, avec une augmentation de 40 $ la tonne chaque année par la suite. Donc, ça va être très prévisible que
le prix du pétrole va augmenter. On pense que c'est la façon de faire en sorte que les gens vont arrêter d'acheter des VUS, vont arrêter d'investir dans les voitures et ils vont privilégier le transport en commun et la décroissance de l'industrie automobile. Merci. Merci. Second à répondre, Christopher Benninger. Alors, d'accord avec les objectifs et l'importance. Par contre, complètement pas d'accord avec les moyens. Le problème avec le développement durable, c'est quand on devient punitif. Les gens, là, il faut être très réaliste. On est dans un monde où beaucoup de gens se déplacent en voiture, ma femme incluse. Ils doivent aller loin, ils veulent aller au bureau. On ne va pas éliminer les voitures du jour au lendemain. Donc, ce n'est pas défaitiste de dire qu'on ne va pas punir, on va encourager les gens à faire les bons choix. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Tyrell par rapport au transport en commun. Le Parti libéral, je ne sais pas si vous savez, on partage quelque chose là-dessus dans notre plateforme. On veut rendre les transports en commun gratuits pour les étudiants et les plus de 65 ans. Donc ça, je suis absolument d'accord. Ça, c'est une forme d'encouragement. Où je suis moins d'accord, c'est avec les formes de punition. Les punitions, ça embarque jamais le monde. Moi, je regarde ce qu'il fait. Je vais faire un peu une parabole un peu bizarre, mais je regarde ce que fait M. Legault avec le français. Et au lieu de donner plus d'accès aux Français, d'encourager le français, de donner plus des cours du soir de français, il veut punir les gens qui ne parlent pas le français après 6 mois. C'est la même chose avec l'environnement. C'est des enjeux extrêmement importants. Et si on veut aller de l'avant, il faut encourager les gens à faire les bons choix, pas les punir pour les faire les mauvais choix. Et dans notre plateforme qui a été mise en place par Madame Anglade, qui est une ingénieure, elle est vraiment brillante, je suis vraiment content de travailler avec elle et notre équipe, c'est le projet Hydrogène Vert. J'ai une seconde. Le projet Hydrogène Vert, c'est comme on a fait avec Hydro-Québec dans les années 60, sous l'évêque, quand il était encore libéral. Il a créé toute une plateforme où l'eau était la base de notre énergie. Madame Anglade veut faire la même chose avec l'hydrogène. Ça va créer des emplois. Je vais vous arrêter là. Ça va nous amener en avant. Pardon. On a compris qu'il y avait un projet sur la table. Voilà, la troisième, Manon Massé. Oui, on n'est pas d'accord avec l'exportation de l'hydrogène vert. C'est mauvais pour l'environnement, mais je n'ai pas le temps de parler de ça. Nous, c'est sûr, l'enjeu, on le sait, c'est le transport. Le défi, à Québec solidaire, on a décidé à travers notre vision 2030, d'atteindre les objectifs du GIEC du 55 % de diminution des gaz à effet de serre. Et le transport est au cœur. Fait, complètement d'accord avec Alex. Ce qu'il faut, puis on vous l'a présenté dernièrement, c'est un vaste sur la région de Montréal, la grande région de Montréal, un vaste projet de transport en commun dans lequel, dans le cas de Québec solidaire, d'ici 2030, on investit pour du tramway, du SRB, sur la rive sud, sur la rive nord, une nouvelle ligne de métro, justement parce que quand on a une vision pour l'avenir, on ne peut pas gérer ça à la petite semaine. Donc, c'est sur le site Internet, je vous invite à aller le voir. Mais au-delà de ça, je suis d'accord avec Alex, il faut amener, mettre notre pied à terre et dire non, il faut que les concessionnaires donnent des choix électriques aux gens, pour les gens qui en ont besoin. Mais ce n'est pas vrai que remplacer un char par un char électrique, ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et donc, par conséquent, nous, à partir de 2030, ils ne se vendraient plus de chars à gaz, puis à partir de 2040, on ne pourrait même plus les immatriculer. Mais notre plan de 29 milliards a plusieurs pages. Je vous invite à aller le voir. Merci. Oui, quatrième sera Stéphane Marquis. Alors moi, ce qui me fascine dans toute cette affaire, c'est qu'on semble porter une métropole comme Montréal comme une entité indépendante et séparée du reste du contexte provincial. Il faut garder en tête qu'il y a nécessité de ne pas complètement bouleverser la vie des gens qui déjà ont des grandes difficultés à suivre le pas de ce qui est proposé. Nous, on est ce que l'on dit des éco-réalistes et on n'est pas des écocrates. Il y a présentement un engouement pour l'idéologie qui préconise tout au niveau de l'agissement des individus et de leur empreinte carbone. Alors,
loin de nous de penser qu'il ne faut pas faire des choses. C'est bien évident. Moi, j'utilise mon vélo constamment à Montréal. En fait, j'ai été un des premiers vélocipèdes de notre métropole. J'adore le vélo. Mais par contre, il faut comprendre qu'il y a la nécessité de ne pas perdre le contrôle. Montréal doit rester articulé avec les nécessités. Les gens ne veulent plus venir à Montréal. Alors, qu'est-ce que ce sera? Puis quand je dis les gens, ceux qui y habitent, puis qui habitent tout près d'une voie, une promenade verte et une ruelle verte, etc., c'est bien. On est content et on veut ça. Mais essayons de réfléchir. On est pour l'électrification aussi des transports en commun. Merci. Voilà. On pourra y revenir dans le débat. Il y a encore du stock que vous pouvez dire. Je vais quand même passer la parole à Phoebe Laplante. Bien sûr, bien sûr. On a parlé des étudiants, on a parlé des aînés, on a parlé... J'aime bien votre terme, écocrate. Moi, je pense que si on ne met pas d'incitatif, justement pour les gens qui ont entre 30 et 65 ans, c'est sûr que ça va être difficile de les faire virer sur le transport en commun. Parce que c'est ça, la clé. C'est d'investir dans le transport en commun. Nous autres, ce qu'on propose, entre autres, au Parti québécois, c'est d'instaurer une passe climat à 365 $. Et ça, c'est pour tout le réseau au Québec. Donc, vous voulez aller à Saint-Jérôme, vous voulez aller sur la Rive-Sud, vous voulez aller en Gaspésie, ça va être le même réseau, ça va être le même prix. Et même pour les familles nombreuses qui vont avoir 1, 2, 3 enfants, ça va être 1000 $ maximum. Donc, si on met vraiment là, des incitatifs comme ça, bien, c'est sûr que là, la classe moyenne ou les familles vont peut-être se dire « Ah, bien, ça serait cool de prendre le transport en commun, là. » Que ce soit le train, que ce soit l'autobus, tout ça. Donc, il faut mettre des incitatifs comme ça. Sinon, il y a aussi la réduction des gaz à effet de serre. On veut réduire de 45 % d'ici 2030, entre autres. Puis, on veut aussi devancer, entre autres, l'interdiction de vente pour les voitures à gaz d'ici 2030. Donc, on ne veut pas non plus punir les gens, mais il faut mettre des incitatifs au plus à cran. Merci beaucoup. Merci. On tomberait donc maintenant dans notre période de débat ouvert de 6 minutes. Le chrono part très bientôt. Qui voudrait ouvrir? Je sens qu'Alex... J'aimerais bien ouvrir, merci. Donc... Pour moi, c'est très bien de voir d'autres partis politiques parler là, de réduire les prix de transport en commun. Et en politique québécoise, je défends cette idée depuis presque 10 ans. Donc, c'est très bien de voir. Mais il faut mettre ça en contexte. On a très peu de péage sur les autoroutes du Québec. Quand on traverse le pont Champlain, on n'a pas un péage. Tout ce réseau-là est rendu gratuit aux gens, peu importe le niveau d'utilisation qu'on fait. Alors, pourquoi, si on n'a pas des péages sur les autoroutes, on a un péage dans chaque station de métro, dans chaque autobus? Et déjà, le transport en commun est subventionné à 50 % par le gouvernement. Donc, ma question pour mes collègues, c'est pourquoi pas aller jusqu'au bout? Pourquoi pas rendre le transport en commun gratuit? Réduire les frais, c'est une chose, mais si on le rend gratuit, on peut inciter davantage. On peut aussi ne pas devoir débourser pour toutes les machines de collecte de fonds, pour les agents de sécurité dans le métro et tout ça, pour la vérification. Pourquoi pas aller jusqu'au bout et avoir des transports en commun gratuits partout? Fonctionne-tu? OK, c'est bon. C'est bien la gratuité. Je veux dire, je pense que oui, dans le futur, ça pourrait, mais dans le prochain mandat, dans les prochains 8 ans, je pense qu'il faut rester réaliste. T'sais. Je pense qu'en mettant des incitatifs, puis comme je l'ai dit, là, une passe à 365 $, c'est 1 $ par mois, par jour. Donc, c'est environ 30 $ par mois. Ce qui veut dire qu'actuellement, on a une carte opus à 50 $ si tu es étudiant. Si c'est plus pour 75 $ si c'est entre 18 et 60 ans. Je veux dire, je pense qu'une réduction, puis pour tout le réseau à 30 $, je pense que c'est une bonne réduction. Puis c'est en faisant des ajustements progressifs comme ça qu'on va peut-être un jour atteindre la gratuité. Mais d'imaginer ça en ce moment, je veux dire, c'est des beaux rêves, je dirais. Là, donc, on s'entend, c'est souhaitable. C'est souhaitable. C'est souhaitable. Nous, en fait, on y va justement parce qu'il n'y a pas juste la passe d'autobus à payer. Il y a tout le reste qu'on va parler, j'imagine, services publics, etc., qui coûte plusieurs milliards. Je pense que de faire un premier pas à 50 % du prix, partout sur le territoire du Québec,
et dans un deuxième mandat, le 100%, on se rejoint. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ceci étant dit, je veux réagir aussi à cette idée de pénaliser les gens. C'est pas ça l'idée. Les gens sont prêts au Québec à faire des choix écologiques, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que les gouvernements passés ont tardé, parce qu'ils n'ont pas investi. Et dans ce sens-là, pour moi, il ne faut pas essayer de donner une punition en disant qu'on arrête de vendre des chars à gaz. C'est la science qui l'impose. Mais on peut forcer, par exemple, les constructeurs à en offrir plus. Les Québécois et Québécoises sont au rendez-vous, mais malheureusement, il n'y a pas de disponibilité. Et pour ça, ben là, ça fait 2-3 fois où on parle de taxes. Oui, les industries polluantes doivent payer. C'est eux autres qui créent notamment les gaz à effet de serre. Alors, nous aussi, on va imposer une taxe lorsque les quotas ne seront pas atteints par ces entreprises-là. Et honnêtement, quand on sait que les institutions bancaires se sont vues retirer une taxe sur leur capital il y a une couple d'années qui nous rapporte plusieurs millions de dollars, oui, je pense qu'il y a des taxes bien ciblées qui valent la peine d'être là. Absolument d'accord. Manon, pour être très clair, quand je parlais de l'aspect punitif, c'est pour les gens. On a vu les gens, je parle de la communauté. On a vu le désastre des Gilets jaunes. Je ne sais pas si les gens sont au courant. Les Gilets jaunes, en France, c'était parti d'un mouvement écologique. C'était parti à l'idée, c'était de rendre plus cher la benzine pour justement décourager les gens d'utiliser la voiture. Eh bien, les gens, ils n'ont pas aimé. Ils se sont soulevés en masse pour aller contre ce mouvement. Et moi j'aurais fait partie des Gilets jaunes. J'aurais pas été content si j'avais une voiture essence. Maintenant, je me déplace à pied, donc c'est fictif. Mais je les comprends, pour dire que je les comprends. N'est-ce pas plus intelligent, célébrons ce qui marche. Au Québec, on a créé plus de points de recharge. Je suis d'accord avec M. Tyrell que les véhicules électriques ne sont pas parfaits. Mais moi, vous savez, ça fait 12 ans que je suis en développement durable. Il y a très peu de solutions qui sont parfaites. Même un humain, il pollue. En plus, s'il fume, il pollue encore plus. Donc, il n'y a pas de solution parfaite. Donc, moi, j'aime bien prendre des solutions qui sont vers le mieux déjà. Et admettons les guerres qu'on a gagnées. On a plus de points de recharge que jamais. On est une des provinces qui avons le plus de points de recharge dans tout le Canada. Même à Saint-Hubert, maintenant, quand tu vas prendre un sandwich, tu as un point de recharge électrique. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est ce que je veux dire pour encourager les gens de faire les bons choix. Et je trouve que ça marche mieux que de dire ta voiture à essence, elle va coûter plus cher, elle va coûter plus cher. Non, donne aux gars envie d'acheter quelque chose qui va polluer moins. Pas qu'il va être parfait, on est d'accord, mais qui va polluer moins. Je vais me permettre de donner dans les dernières minutes à Stéphane Marquis qui a encore parlé. Si on a du temps, je vous reviendrai. Oui, parce que c'est ça, c'est pas un combat de lutte. Là. C'est ça. Moi, je suis patient. Si vous me laissez la chance de m'exprimer, je vais être bien content. Oui, pardon. Mais vous savez, c'est ça. Hein, dans les années 20, il y avait un mouvement qui s'appelait le futurisme. Et c'était une vision d'un monde progressif, moderne, où l'industrie était la chose la plus importante à encourager. Et ça a donné des conditions industrielles aberrantes. Et je crois que c'est la même chose présentement qui se passe avec la vision écologique, mettons, de comment on devrait gérer tout ça. Il faut faire usage de la raison d'abord. Okay? Il y a de la logique à introduire dans nos démarches parce que ce sont des vies avec lesquelles on joue. En Chine, vous le savez très bien, on produit des tonnes de carbone à des quantités astronomiques comparativement à celles que l'on génère au Canada. En 11 jours, ils essuient 30 années de ce que nous émettons. Alors, il faudrait juste garder un petit peu de raison dans nos agissements pour que ça ne soit pas trop brutal. Hein? Merci. On devra déjà passer au prochain thème. Je rejoins ma croix. Le troisième thème, marqué au sol. Hein. Le troisième thème, cette fois-ci, c'est la vie communautaire. Donc, je vous lirai le préambule que nous avons rédigé. Donc, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, en fait, Sainte-Marie-Saint-Jacques, tout court, compte à lui seul plus de 100 organismes communautaires. Le milieu communautaire est essentiel pour le renforcement et le maintien du tissu social. Pourtant, le milieu communautaire reste largement sous-financé, ce qui compromet à la fois les conditions de travail des personnes qui y œuvrent et les services qui y sont rendus. Donc, pour la partie question, Annick. Moi aussi, je vais aller sur ma croix. Merci de m'avoir indiqué. J'avais vraiment hâte de vous poser cette question-là. Elle vient me chercher particulièrement parce que je le vois...
c'est mon petit éditorial. Je sais que je sors de ma neutralité, mais j'ai hâte de vous la poser parce que je le constate tous les jours. Donc, la question est la suivante. Je vous rappelle, le thème, c'est « Vie communautaire ». Il y a plusieurs organismes communautaires du quartier qui ont reçu des fonds d'urgence. Je vous rappelle qu'on sort d'une pandémie, donc on a eu la première, la deuxième, et là, je ne sais pas à combien on est rendu, vague COVID, et on a reçu des fonds d'urgence pour faire face à la détresse accrue des membres, des participants, des clients, des usagers des différents organismes. Malgré ce qu'on peut en penser, la pandémie n'est pas terminée et le coût de la vie augmente sans cesse. Vous le savez aussi, vous le voyez au quotidien. Donc, la question est très simple. Qu'allez-vous faire pour appuyer financièrement les organismes du quartier? Puis je pense que vous nous voyez venir avec nos grands sabots quand vous avez reçu le livret du candidat qu'on allait vous poser cette question-là. Donc, la première personne à répondre, c'est Christopher. Merci. Donc en 2021, on avait un budget à l'État provincial de 370 millions pour les OCAS, pour les organismes communautaires autonomes. Et donc ça représentait 2,3% du budget total de la MSSS, le ministère de la Santé. Donc vous connaissez ces chiffres-là. Et quand on pense que c'est juste 2,3%, finalement c'est une petite part de la poire. Donc nous, on serait dans l'optique de regarder comment on pourrait déjà augmenter ça, parce que 2,3%, c'est une toute petite part du gâteau. Donc oui, on est ouvert à discuter là-dessus, mais on est aussi ouvert à regarder la Charte des régions. Vous savez, pour le Parti libéral, c'est très important la Charte des régions. Pourquoi? Parce que nous, on aime dire, on a 125 circonscriptions, comme vous savez, au Québec. Et nous, on aime regarder ça pas comme si toutes les circonscriptions ont les mêmes besoins, parce qu'on pense que chaque circonscription va avoir des besoins très différents. Si on regarde Sainte-Marie-Saint-Jacques, on a beaucoup de besoins pour assister les drogués, on a beaucoup de besoins pour assister la réinsertion sociale, et évidemment, on a beaucoup de pauvreté aussi. Donc ça, c'est des besoins très spécifiques en termes de budget et en termes de centres spécialisés. On pense que la Charte des régions, ce n'est pas une solution qui va tout changer, mais en tout cas, ça fait partie de la solution parce que ça nous dit on ne divise pas la poire en 125, on regarde spécifiquement, en consultation avec les régions, ce que chacune a besoin, et ça veut dire qu'on va pouvoir débloquer des budgets plus larges pour ceux qui ont besoin, parce que des fois, ce n'est pas plus d'argent qu'on a besoin, c'est plus de centres, ça peut être différents trucs. En général, c'est plus d'argent, je suis d'accord. J'espère que notre poire est grosse. Voilà. Phoebe, ça va être à toi de répondre à cette question. Il y a une chose que je pense pouvoir décrire, à place de nommer des chiffres, je vais décrire, moi, ce que je vois dans les rues de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Entre autres, je vois 40% de la communauté LGBTQ+, qui vivent en bas de 20 000 $ par année. Ça, là, c'est pas assez d'argent. C'est terrible de voir des gens qui essayent de pouvoir se démarquer dans la société, qui essayent de pouvoir rejoindre les deux bouts alors qu'ils en sont plus ou moins capables. Je vois aussi beaucoup d'itinérance. Émilie-Gamelin, Baudry, Papineau, tous ces métros-là, c'est pas très beau à voir, puis il faut venir en aide à ces gens-là parce qu'il y a des problèmes de santé mentale, il y a de la consommation de drogue, entre autres. Donc, clairement, il faut agir. Donc, je pense que oui, ça passe par un financement auprès des groupes communautaires, entre autres 460 millions de dollars additionnels par année qu'on voudrait ajouter. Pourquoi? Parce que les groupes communautaires, c'est des gens qui sont sur le terrain. C'est des gens qui sont capables d'identifier les besoins de la communauté puis des besoins du secteur. Donc, on ne veut pas remettre à de la bureaucratie ou à des gens qui sont très, très éloignés pour s'occuper du problème. Parce que c'est les intervenants qui sont capables d'agir. T'sais. Puis nous autres, au Parti québécois, je pense qu'on se préoccupe autant des gens que n'importe quel parti. C'est sûr qu'on le fait, bien sûr, avec notre cœur. C'est sûr qu'on le fait avec, je pense, des moyens efficaces. Mais il faut redonner auprès des intervenants ce qu'ils doivent puis ce qu'ils ont besoin, entre autres. Merci. C'est le hasard, je vais y aller comme ça. C'est l'ordre sur ma feuille. Stéphane? Oui. Moi, je dis une chance que vous êtes là, d'abord, les organismes. Le filet social est absolument nécessaire dans ces conditions actuelles.
où nous avons été témoins d'une augmentation surprenante des détresses de gens dans la rue. Moi, j'ai sillonné tout le comté, à vélo, comme à pied, et je suis allé particulièrement voir certains de ces endroits, comme le parc Emmett Johns, derrière le métro Papineau, où on constate qu'il y a une forme de perdition, en fait, sociale. Et les gens du quartier, c'est ça, là, il y a un impact. Il y a une précarité vraiment très néfaste pour tous dans ces conditions-là. Et les organismes qui viennent en aide doivent absolument être financés et aider dans leur démarche, voire même peut-être avoir la création de nouvelles si c'est nécessaire. Là, parce que on ne se le cachera pas. S'il y a de la détresse sociale, il n'y aura pas d'accroissement de notre bien-être à tous. Alors, c'est ce que j'ai à dire sur le sujet. J'ai plus besoin d'animer. Go! Ben, tu nous l'as dit. Oui. Alors, tu nommes quelque chose d'important parce que dans les faits, l'affaiblissement de nos réseaux publics, hein, CLSC, accès direct à des organisateurs communautaires, les centres à petite enfance, les CPE, ça a tout un impact qui, en bout de ligne, se retrouve dans vos groupes. Alors, nous autres, on veut agir directement sur nos réseaux publics. On parle d'investir, là, juste pour améliorer ça, là, plus d'1,460 milliard. Mais pour les groupes communautaires, il faut effectivement augmenter à la mission les revenus des groupes. Et là-dessus, on s'engage dans le premier mandat d'en mettre 290 millions. Mais on travaille aussi pour s'assurer que vous ayez accès à des locaux dans le Centre-Sud. C'est l'enfer, comment ça coûte cher. Les groupes, ils passent une grande partie de leur subvention à la mission, qui est un non-sens. C'est pourquoi, depuis plusieurs mois, on travaille sur des projets comme Espace LGBTQ+, le 2240 Folum, qui sont des endroits où les groupes communautaires vont pouvoir, ici même, le Carrefour Saint-Pierre, vont pouvoir avoir accès à des locaux accessibles. C'est Comité social Centre-Sud qu'on soutient aussi. Alors, je pense que oui, il faut soutenir la mission. Oui, il faut améliorer les conditions de travail des travailleuses pour pouvoir garder le monde chez nous. Puis en plus, il faut donner accès à des locaux parce que dans le centre-ville de Montréal, ça n'a pas de bon sens. Merci. Bien, comme j'ai mentionné au début, le Parti vert du Québec, c'est un parti éco-socialiste. Ça veut dire prendre soin de l'environnement, mais aussi de la population. On a tous vu des campements de sans-abri, on a tous vu des gens qui font la file là, pour les banques alimentaires. Il y a des gens, quand je fais mon porte-à-porte, qui me disent, avant la pandémie, il y avait peut-être 50 personnes, là, il y en a 250 là, à certains endroits. Donc, il faut absolument que le gouvernement joue son rôle sur l'aide des citoyens qui sont en détresse. Et une chose qui est très difficile pour les groupes communautaires, c'est de devoir appliquer pour du financement là, à chaque année ou à chaque 2 années, de ne pas avoir un financement stable qui est établi là, sur une plus longue période. Il y a beaucoup de groupes qui doivent avoir un employé qui fait que remplir des demandes de subventions. Et ça ne donne pas la stabilité qu'il faut là, pour bâtir ces groupes et pour les mettre à l'avant-plan de ces luttes-là. Et quand on est capable de faire de la prévention, quand on est capable d'aider des gens avant que leurs problèmes deviennent trop graves, quand il y a quelqu'un qui va chercher de l'aide pour la toxicomanie ou l'alcoolisme, là, mais ils ne reçoivent pas l'aide la première fois là, parce qu'une file d'attente ou une liste d'attente, c'est trop long, le problème peut se développer, ça peut finir par coûter beaucoup plus cher à la société, au réseau de santé, à la criminalité, à toutes sortes d'affaires. Donc, les groupes communautaires doivent être bien financés, doivent être présents dans tous les quartiers au Québec et doivent jouer leur rôle pour prendre soin de la population. Et bien sûr, ils ont besoin d'un gouvernement éco-socialiste derrière eux là, pour pousser ces enjeux-là et pour les donner des outils que ça prend pour faire leur travail. Merci. Vous en avez déduit qu'on était rendu au débat ouvert. 6 minutes pour vous relancer sur différents aspects, peut-être, ou re-questionner qu'est-ce qui a été dit ou des mesures que vous avez peut-être lues dans d'autres programmes. Je vous laisse discuter entre vous sur ce thème-là. Alors, moi, j'aimerais, si vous permettez, commencer par dire que, oui, nous souhaitons que les gens qui sont en détresse soient aidés, mais nous ne voulons pas faire une industrie des gens en détresse. Alors, il faudrait poser la question, comment se fait-il qu'il y a une augmentation à ce point des personnes qui sont en perte de contrôle de leur vie?
Et nous constatons qu'il y a des décisions prises par le gouvernement et qui ont été appuyées par les partis d'opposition qui ont causé des dommages de santé mentale énormes. Et donc, il faudrait véritablement revoir cette manière de faire les choses. Martial, écrivain romain dans ses épigrammes au 1er siècle après Jésus-Christ, écrit « Je pose la question, mourir par crainte de mourir, n'est-ce pas folie? Par nos craintes démesurées, nous avons causé un choc chez nos congénères québécois. » Mais Stéphane, des pauvres, là, il y en avait avant la pandémie, là. Ouais. Je ne sais pas à quoi tu insinues exactement. Des problèmes de santé mentale, en tout cas dans le quartier, c'est pas arrivé avec la pandémie, là. C'est des enjeux que notre société, là où je suis d'accord avec toi, n'a pas su relever le défi. Pourquoi? C'est quoi les déterminants de la santé, Stéphane? Tu poses la question pourquoi? En est une bonne. Parce que les logements sont trop chers, ils n'ont pas accès. Parce qu'ils ne sont pas capables de se nourrir, sont obligés, même s'ils travaillent à temps plein, d'aller dans une banque alimentaire. Parce que les soins de santé, ils attendent, pas parce qu'ils n'ont pas de médecin, parce que les CLSC ont été déstructurés pour des GMF. Moi, si tu te poses la question pourquoi, moi, je ne me la pose pas beaucoup. Je sais pourquoi. C'est comme ça. Et d'ailleurs, lutter à la pauvreté, les gens à l'aide sociale, là, ça fait des lustres que leur revenu ne permet pas de couvrir la moitié de ce qu'on considère comme étant un besoin essentiel. Fait que c'est sûr qu'ils vont se retourner vers les groupes communautaires. J'ai oublié de dire que nous, on va augmenter les revenus des personnes à l'aide sociale. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rebondir là-dessus, qui n'ont pas parlé ou... Allez. Oui, mais... Non, tu peux y aller. OK. Bien, écoute, nous autres, au Parti vert, on rejoint beaucoup ce que Québec solidaire là, dit sur ces enjeux-ci. C'est très important. Puis les gens au Québec, on n'a pas tous l'égalité des chances. On n'est pas tous nés dans les familles riches. Il y a des gens qui ont beaucoup de misère, là, qui n'ont pas des parents qui peuvent appeler là, pour les sortir du trouble. Là, puis il faut absolument là, qu'on pose des gestes là, pour avoir moins de différence là, entre les riches et les pauvres là, et avoir une plus grande égalité des chances. Et ça commence avec le financement des groupes communautaires qui sont là justement pour s'occuper des gens qui n'ont pas la chance là, de venir d'une famille riche, qui n'ont pas la chance d'aller à une grande école ou de posséder une entreprise. Donc, il faut absolument poser des gestes et ça revient à une question de lutte sociale. Et le gouvernement est davantage axé sur le capitalisme, à favoriser les intérêts des grandes entreprises, des multinationales, des gens bien connectés. Il faut s'occuper des gens pauvres, il faut s'occuper des gens qui en ont besoin. C'est un besoin criant et on a un devoir moral de le faire. Merci. Je vais laisser ceux qui n'ont pas pris la parole. Puis, je veux dire, la cause, ça, c'est une très, très grande question. Pourquoi il y a autant de personnes qui ont des problèmes de santé mentale? Moi, je pense qu'il y a un mot avec 4 syllabes. Austérité. C'est le fait qu'on n'a pas investi nécessairement assez bien dans nos services de santé mentale, notre service de santé, notre service même d'éducation. Tout ça, là, à un moment donné, ça fait une accumulation. Puis là, ça se reporte sur plusieurs années. Moi, par exemple, tout ce que j'ai vu de la politique, ça a été ça. Ça a été de l'austérité, ça a été des coupes budgétaires, tout ça, parce qu'on voulait un déficit zéro absolument. Puis à un moment donné, c'est les citoyens qui en écopent aussi. Donc, c'est pour ça que nous autres, on veut vraiment un réinvestissement dans le secteur public. Je ne suis pas nécessairement pour nécessairement le privé, puis dans sa manière de fonctionner, parce qu'il va s'accaparer les tâches les plus faciles pour tout laisser au public. Donc, c'est pour ça qu'il est surchargé, notre système public, entre autres. Donc, il faut le réinvestir, il faut lui donner un petit peu d'amour. Si on ne lui donne pas d'amour, c'est justement ça qui va arriver. C'est qu'il y a des gens qui ne sauront pas où aller, ils n'auront pas de ressources, puis c'est là qu'ils vont aller vers les groupes communautaires, puis même les groupes communautaires commencent à être surchargés. Donc, à un moment donné, c'est une roue qui tourne, puis on s'en sort pas. L'autre truc, c'est moi, en faisant le tour du quartier, j'ai rencontré des itinérants fantastiques. Stéphane, qui est sur Vigée, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un caractère. Gabriel, qui est devant le centre Bono, qui rentre. Et puis je leur ai posé la question, c'est quoi que vous aimeriez qu'un gars comme moi puisse faire pour vous?
Et deux trucs sont venus à l'esprit. Le premier, c'est la dignité. La dignité, c'est le premier pas, c'est d'avoir un chez-soi. Le Centre Bono offre ça. Faut qu'on donne plus de place où les gens ont la première démarche, la première marche vers la dignité, parce que si on prend la première marche, ensuite c'est plus facile de faire la deuxième. Donc ça, c'est clair, il faut augmenter les centres. Moi, je trouve que dans certains cas, de nouveau, vous n'allez pas aimer, mais on peut faire des partenariats avec le privé pour créer plus de centres, si c'est bien fait, si c'est géré et c'est régulé, et si c'est bien fait. Pourquoi pas? Si on peut créer plus de centres qui vont les accommoder, si c'est bien fait. Mais de nouveau, il faut qu'il y ait des garde-fous, il faut que ce soit régulé. La deuxième chose que je trouve, puis peut-être que je ne connais pas assez les groupes, je vais faire très vite, c'est après la dignité, après le côté dignité d'avoir un chez-soi, il faudrait vraiment avoir un suivi par rapport à la réinsertion sociale. C'est un grand bout du puzzle, je trouve, qui manque. Il y a sûrement dans notre communauté des groupes qui le font déjà, mais on peut vraiment travailler là-dessus. Parce que vous savez, c'est une chose de redonner la dignité, de sortir de la pauvreté, mais d'avoir un chemin vers l'emploi, vers la réinsertion sociale, c'est important aussi. Voilà. Mais j'aime ce que vous dites, mais je suis obligée de vous couper la parole. Pardon. Je sais que vous dites « Oh mon Dieu, je resterai ici toute la soirée tellement c'est palpitant », mais on en est à notre dernière thématique qui est « Qualité et coût de la vie ». Il y a peut-être des éléments que vous avez déjà nommés qui vont revenir. Je vais mettre la table assez longuement, mais je pense même si on le vit tous de façon directe ou indirecte, ce qualité et coût de la vie-là. Donc, la crise sanitaire que nous traversons... que nous traversons toujours, a remis en question plusieurs éléments de notre rythme de vie. Pensons relations au travail, l'arrivée du télétravail dans nos vies, pression économique qui s'exerce de plus en plus sur les familles à faible revenu, les réflexions sur nos conditions de travail aussi, et surtout sur certains corps de métier qui ont peut-être été plus sollicités pendant cette crise-là. Les effets, vous l'avez nommé tantôt, les effets de la crise sur la santé mentale de plusieurs personnes. Les effets sont multiples, je ne les nommerai pas tous, mais je pense que vous les connaissez, vous les voyez aussi. Juste pour en rajouter une couche à tout ça, il y a le taux d'inflation qui est maintenant à 8,1 %. Ça, c'est les chiffres en août 2022, puis c'est un taux record jamais vu depuis 1983. Là, on nous parle tout le temps de peut-être une récession, une pénurie de main-d'œuvre, on entend toujours parler, qui fait juste comme aggraver la situation dans laquelle on se trouve. Donc, c'est impossible d'ignorer le contexte actuel dans lequel on se trouve, à moins que vous viviez sur une autre planète, mais ça a un impact sur la qualité et le coût de la vie des gens. Donc, la question sera la suivante et je vais laisser la parole à Marc-André pour lire la dernière question concernant les thématiques. Oui, donc la question qu'on a reçue du public est la suivante. Durant la pandémie, plusieurs géants canadiens ont connu des profits records, comme Manuvie, Couche-Tard, Power Corporation, Chemin de fer canadien Pacifique, pour n'en nommer que quelques-uns. Pendant ce temps-là, le salaire minimum est plus bas que le taux horaire minimum viable, c'est-à-dire 18 $ de l'heure, selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Il y a une deuxième partie à ma question. Comment justifiez-vous donc qu'environ 3 millions de Québécoises et de Québécois ne peuvent pas subvenir à leurs besoins de base alors que les grosses compagnies continuent à s'enrichir avec l'appui de nos gouvernements successifs? Donc, le premier candidat à nous partager sa réflexion à ce sujet est Stéphane Marquis. Alors, oui, merci. Si on prenait une métaphore, on pourrait dire, par exemple, on a un plateau de jeu avec des pièces qui ont toute une place et qui permettent un fonctionnement et une logique. Et là, on venait brasser violemment ce plateau. Et il y a des pièces qui revolent, il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de cohérence. Et c'est un peu là où on se trouve présentement. La santé mentale, on l'a dit tout à l'heure, est venue intervenir et a porté un dur coup à la qualité de la vie. Moi, quand j'échange avec mes concitoyens, je leur parle de cette joie de vivre, qui est, à mon sens, une aspiration fondamentale que portent en soi tous les êtres humains d'une communauté
Et on voit qu'il y a un péril à cette joie de vivre maintenant parce que, justement, les gens sont plus capables de payer pour les besoins, les nécessités de base. Ils ont perdu leurs emplois, on ne les a pas retrouvés. Les enfants, adolescents ont abandonné même le goût d'apprendre. Comment peut-on parler d'une qualité de vie quand on vit ce genre de crise-là? Lorsque les ruptures sociales s'étendent des amitiés aux cercles familiaux, aux encadrements du travail. Donc, il y a vraiment énormément à faire pour ramener une joie de vivre dans notre société d'aujourd'hui. Merci. Le second, Christopher Bellinger. Tant comme maintenant, juste pour rappeler, 8,1%, ça veut dire que tout coûte 8,1% de plus cher qu'avant. C'est ça l'inflation, juste pour nous rappeler que c'est quand même fou, là. Donc ça touche vraiment tout le monde. Notre parti, le Parti libéral du Québec, propose plusieurs solutions. Il y a un volet, disons que pour redonner au peuple l'argent qu'on n'a pas, qui s'appelle le projet Portefeuille, où on redonne 5 000 $ à chaque personne. C'est jusqu'à un montant de 5 000 $. C'est notamment à travers une baisse d'impôts de 1,5%. C'est notamment à travers les transports publics. On en a discuté. On a un projet un peu similaire, gratuit pour les étudiants et pour les aînés de plus de 65 ans. C'est des baisses aussi sur les tarifs d'électricité, parce que vous savez, ça ne fait que d'augmenter. Donc nous, on veut geler ça. On veut aussi annuler la TVQ sur les produits essentiels. Les produits essentiels, il y en a beaucoup, c'est des produits de santé, mais ça inclut aussi évidemment des trucs tout bêtes comme les shampoings, les dentifrices et tout ça, donc plus de TVQ là-dessus. Donc ça, c'est la partie allègement du fardeau. La partie qu'on oublie souvent, j'ai combien de temps? 20 secondes. Oh boy. La partie qu'on oublie souvent, c'est la deuxième partie. C'est que la raison pour laquelle on a une inflation, c'est aussi parce que l'économie va mal. Et nous, on est le parti de l'économie. On veut justement restimuler l'économie pour que ça aille mieux. Donc, ce n'est pas assez de juste donner des enveloppes là, à tout le monde. C'est bien, on en a besoin des enveloppes, mais on a aussi besoin que l'économie reprenne. Et pour ça, on a vraiment un plan d'action qui va nous mener à une situation où on a justement moins d'inflation. Et pour que ça arrive, il faut qu'il y ait un plan économique sérieux dont fait partie l'hydrogène vert, dont fait partie la stimulation des industries. On y revient, vous finissez vos interventions là-dessus en manquant de temps. Phoebe Laplante. Bien sûr. Alors, on va reparler encore une fois d'austérité. Il y a une chose que je dois ajouter, c'est que tout d'abord, il y a un trop perçu de l'État de 6 milliards de dollars qu'on peut redonner à la population. Je ne pense pas que ça passe par des baisses d'impôts, parce qu'on a besoin de redonner de l'argent à nos services publics, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre autres. Et baisser les taxes, entre autres, ben, ce que ça va faire, c'est que c'est nos services publics qui vont encore en arracher. Donc, c'est clairement pas là qu'il faut aller chercher l'argent. Non, c'est pas là. Parce qu'on va augmenter les taxes ailleurs. Pardon, excusez-moi. C'est pas le débat ouvert encore. C'est bien correct. Je ne pense pas non plus c'est en baissant la TVQ, parce que le problème, c'est que la TVQ, ça va profiter, entre autres, aux plus riches aussi. Donc, nous autres, on veut redonner de l'argent, mais pour les gens qui gagnent en bas de 80 000. Donc, ça va être 1 200 $ par personne par année pour 50 000 $ et moins. Et entre 50 000 et 80 000, ça va être 750 $ donnés par chaque personne. Donc, nous autres, on ne vise pas aucune baisse d'impôts. Ça, c'est super important, entre autres. Puis, dans le fond, on veut hausser, on veut faire une hausse de crédit d'impôt de plus de 2 000 $ par an. Donc, c'est en faisant des réinvestissements de même qu'on va pouvoir y arriver, qu'on va pouvoir, on va pouvoir combattre un peu l'inflation qu'on traverse actuellement, parce que personne doit vivre ça. Personne doit subir, entre autres, les conséquences de l'inflation. Ça doit absolument être clair. Puis, j'ai pas mal énuméré tout ce que je voulais dire, entre autres. Là, donc, je suis allé un petit peu vite, mais c'est pas mal ça. Donc, voilà. Oui, à une seconde près, on y était. Le quatrième, Alex Tyrrell. Parfait. Donc,
Il faut dire, là, les gens les plus riches au Québec ne sont pas en train de payer leur juste part. Au Québec, quand on atteint 100 000 par année, on paye exactement le même pourcentage d'impôt provincial que quelqu'un qui gagne 10 millions. Et même celui qui gagne 10 millions va avoir des entreprises, va avoir des façons de faire l'évitement fiscal et ne devra pas payer le même pourcentage. Des gens ils ont tendance à penser qu'on est très taxé, parce que c'est vrai que la classe moyenne, elle est très taxée, et puis que les paliers d'impôt y augmentent rapidement, mais les riches, les grandes entreprises, les multinationales, les compagnies minières ne sont pas en train de payer leur juste part. Il faut absolument s'attaquer à ça. Pour l'inflation, je vous ai déjà parlé de comment on peut réduire le fardeau des personnes en rendant le transport en commun gratuit, en rendant ça pas obligatoire d'avoir une voiture pour se déplacer. On a parlé aussi du besoin de réduire le rôle du capitaliste dans le marché de l'habitation et des loyers. Mais un troisième point que j'aimerais apporter, c'est l'épicerie. C'est le troisième plus grand dépense des ménages. Puis, au Parti vert du Québec, on propose d'avoir davantage de production agricole locale. On parle de faire un projet de sériculture nationale qui aurait des serres autogérées dans l'ensemble des quartiers du Québec, alimentées avec l'hydroélectricité. C'est une manière de réduire notre dépendance sur des aliments importés. C'est une manière de réduire nos émissions et de rendre ça plus abordable pour les gens, en même temps qu'on peut transmettre des connaissances sur comment faire pousser des fruits et légumes aux citoyens à travers des organisations communautaires. Donc, c'est des choses qu'on veut mettre de l'avant. On a quand même tous les moyens de mettre ces choses-là en place. Il suffit d'avoir la volonté politique de le faire. Merci. 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 Et dernière, Manon Massé. C'est sûr que les gens étouffent actuellement, fait que ça prend deux choses. Premièrement, il faut agir directement ici, maintenant, le 4 octobre au matin, se mettre en action. Et nous, on pense que de détaxer les produits essentiels, la nourriture, le shampoing, etc., hein, ce qu'on a besoin à tous nos jours, nettoyer nos planchers, etc., de retirer la TVQ à ces produits-là, c'est une façon d'aider les gens. Mais c'est une mesure temporaire. Je suis d'accord avec toi, Phébé, c'est pas pour toujours. De façon temporaire, il faut aider les gens maintenant. Mais ensuite, il faut agir de façon structurante. Et c'est clair que ce n'est pas une baisse d'impôts. Ça fait 40 ans, 30 ans qui font toujours la même chose, puis ça nous amène toujours là où on s'en va. Alors nous, on pense plutôt qu'au contraire, augmenter le salaire minimum à 18 de l'heure en soutenant les PME et les groupes communautaires qui malheureusement payent ce prix-là pour leurs salariés. Donner une assurance dentaire universelle, publique, pour tout le monde, pour permettre aux gens d'aller se faire soigner la bouche, les dents, c'est une façon de les aider. Faire en sorte aussi que nos aînés puissent avoir plus de revenus, c'est une façon d'aider les gens, et j'en ai plein d'autres comme ça, mais malheureusement, mon temps est écoulé. Mais on pourra en reparler pendant la période débat qui s'amorce. Quelqu'un veut partir, quelqu'un ou quelqu'une veut partir le bal? Alex? Moi, j'aurais une question pour mes collègues libéraux et conservateurs. Tous les deux, vos partis proposent des baisses d'impôts. À un moment où le Québec fait face à d'énormes défis, on a l'après-pandémie à gérer, voire on est encore dedans. On vient de parler de tous les besoins qu'on a en environnement, en termes d'organisation communautaire, là, de financement du système de santé. Est-ce que vous ne trouvez pas ça irresponsable à ce stade-ci de promettre des baisses d'impôts? Non, parce qu'on se couvre de manière assez réfléchie et intelligente. Alors, premièrement, la baisse d'impôts, c'est pour les gens qui ont un salaire jusqu'à 92 000. Et on pense qu'au Québec, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a les impôts les plus élevés au Canada. Et donc, de baisser, de Pourquoi leur donner une baisse d'impôt à quelqu'un qui fait 90 000 par année? Non, jusqu'à 92 000. C'est de 20 000 à 92 000. 92 000, c'est le seuil maximum. Après ça, justement, j'y viens. Vous voyez, c'est jusqu'à 92 000. Donc, admettons que je me fais 50, ben, j'ai une baisse d'impôt de 1,5 %. Oui, mais si vous faites 80 ou 90 000, vous promettez quand même une baisse d'impôt. Vous ne trouvez pas que c'est irresponsable dans le contexte? Ben, alors, on va regarder, de plus de 300 000, on augmente justement les impôts de 2 %. Et là, on bascule l'argent. En tout respect, est-ce que 2 % c'est suffisant? Oui, ça couvre justement sur le calcul. Ça couvre le 1,5 % qu'on baisse sur l'autre partie. Toutes les autres dépenses que ça nous prend pour l'environnement et la santé. Je suis d'accord, mais à notre avis, il faut alléger il faut alléger les coûts
des citoyens. Et un des grands coûts au Québec, c'est les impôts. Donc, quelle est la priorité? Est-ce que c'est des impôts ou est-ce que c'est des services publics? On ne peut pas avoir les deux. Oui, on peut avoir les deux. On peut avoir les deux. Si on a une économie qui marche, et nous, dans le Parti libéral, on ne veut pas juste offrir de l'argent, on veut aussi stimuler l'économie. Et une des façons, vous parlez d'austérité, Phoebe, en Angleterre, ils ont eu 10 ans d'austérité, OK? Et parmi ces mesures-là, bon, il y a eu le Brexit, mais avant ça, il y a eu on se serre la ceinture, on se serre la ceinture, on se serre la ceinture, et on a de plus en plus de coûts. En fait, un truc que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'en baissant les impôts sur la classe moyenne, ça stimule l'économie, ça ne la punit pas, et ça va venir résoudre, ce n'est pas la seule chose, mais ça va venir aider à résoudre le 8,1% d'inflation. Et ça, c'est des études économiques qui ont été faites sur des cas de figure qui ont déjà marché. Est-ce que vous montez les impôts aussi des grandes entreprises qui font des milliards? Absolument. OK. Ouais. Combien? Je n'ai pas entendu ça, moi. 2 à 3%, suivant l'échelle. Il faut regarder les barèmes. Okay. Mais moi, je vais renchérir, je vais répondre à votre question. Nous aussi, on croit que, en fait, le libre marché, c'est l'une des meilleures manières d'assurer que la société fonctionne à point. C'est-à-dire que le signal du prix, c'est très important. Maintenant, on voit que l'interventionnisme amène un lot et un fardeau lourd de conséquences au niveau des paiements que doivent faire les particuliers. Donc, on sait que le logement, l'habillement et la nourriture, combinés ensemble, eh bien, c'est moins cher que l'impôt que le gouvernement vient tirer dans les poches des contribuables. Combien ça coûte d'aller chez le dentiste, Stéphane? Ben, ça dépend où est-ce que vous magasinez. Il y a des places un peu moins chères que d'autres. Mais c'est pour dire que... Non, demande où vous magasinez. Ouais, mais c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Il y aura toujours quelqu'un qui va offrir un service à moindre coût qu'un autre si on laisse le marché Qu'est-ce qu'on aller... fait avec les gens qui ne sont pas capables de se payer, Stéphane? C'est ça, les services publics? Ah, mais ça, c'est autre chose. On parlait de filet social tout à l'heure. Quand c'est à des points où ça devient critique, on vise à améliorer les conditions de vie. Il y a combien de pourcentage de Québécois et Québécoises qui ne paient pas d'impôts parce qu'ils sont trop pauvres? 40%. Je voudrais juste rajouter, parce que là, vous avez dit oui, il faut baisser les impôts, tout ça, puis ça stimule l'économie si on baisse les impôts pour la classe moyenne. Mais regardez, les résultats, on les a. On a des écoles vétustes, on a des CHSLD vétustes, on a des services qui sont pas bons, qui sont pas au rendez-vous, puis qui sont pas idéaux nécessairement pour la société. Donc moi, personnellement, je veux dire, si c'est pour aider un petit peu les écoles, puis de réinvestir, de s'assurer qu'on a des écoles qui soient en santé, qui soient bien aérées, puis qui peuvent accueillir vraiment des étudiants, puis qui soient vraiment, qui puissent favoriser l'éducation puis l'apprentissage, ben moi, je serais pour, Puis pour même si on taxe un petit peu plus, je pense que c'est quand même idéal. Moi, par exemple, quand j'étais au secondaire, on était dans des classes vraiment mal aérées, puis c'était pas nécessairement très profitable. Même chose pour les CHSLD. Moi, j'ai eu une grand-mère qui a été dans les CHSLD. Moi, je peux vous le dire, vous rentrez là, c'est pas nécessairement très beau à voir. D'abord, ça sent pas très bon, parce que là, c'est mal aéré. D'une autre part, c'est une douche par semaine, parce qu'il n'y a pas de ressources, tout ça. Les travailleuses font ce qu'elles peuvent, mais il n'y a pas de ressources, il n'y a rien. Donc, je comprends, oui, stimuler l'économie, c'est important, tout ça, mais il faut penser quand même à nos institutions publiques un petit peu. Là. Bien sûr, mais l'un va pas sans l'autre. Et stimuler l'économie, ce n'est pas le seul but de la baisse d'impôt d'1,5 %. C'est aussi pour alléger le fardeau financier pour la classe moyenne, comme je disais. Et on parle de salaires qui vont de 0 à 92 000. Donc, toute cette échelle-là, on paye les taxes les plus élevées au Québec. Les trousses sont pleines dans le portefeuille de l'État. Donc, pourquoi on devrait... Pour honorer la question du monsieur ou la dame qui a posé la question, il faut dire aussi qu'agir localement, c'est la chose la plus importante pour stimuler une économie. Donc, il faudrait que, en fait, le GAFAM et les compagnies qui sont vraiment les grandes récolteuses des revenus qui viennent par les dépenses, il faudrait que ça rechange ça, parce que moi, j'ai vraiment sillonné tout le comté et le nombre de commerces qui ont fermé sont
incroyable. C'est vraiment un nombre astronomique. Ouais. Puis nous, Parti conservateur, on va mettre à 20 000. On va élever le plateau d'imposition. Donc, il va y avoir plus d'argent dans les poches des citoyens. C'est bon, je vous arrête là-dessus. On serait maintenant prêt à passer au prochain bloc qui est les questions du public. Donc, juste avant, excuse-moi. D'abord, je voudrais juste entendre le public ici applaudir les candidats parce que c'est la première partie. C'est quand même un exercice exigeant. Fait que je voulais juste les remercier d'avoir complété la première partie avec brio, dans le respect. Puis j'aimais à la fin, ça commençait à être un peu plus... c'est plate que ça se termine ainsi. La deuxième partie, ça va être les questions du public. Je ne sais pas si vous avez encore l'énergie, on ne vous en posera pas 15. Puis cette partie-là, il n'y a pas de débat ouvert. Fait qu'on adresse une question et vous répondez toujours avec le temps? 1 minute et demie, toujours. Donc, ça va être une question du public. Ceux qui, à l'accueil, quand ils sont arrivés, désiraient poser une question, ils ont soit écrit la question ou leur nom dans un petit pot. On va le piger. Si vous vous sentez à l'aise de venir la poser, je vous invite à venir sur la croix ici, la poser au candidat. Il va me pouvoir y répondre. Puis on prendra, comme je vous disais au début, on a reçu 30 questions, toutes aussi bonnes et extraordinaires. On ne pouvait pas toutes les poser, fait qu'on va en piger une de ces 30 questions-là qu'on avait reçues via le formulaire sur Internet. Donc, je vais y aller avec une ou deux. On verra après si vous dites « Ah oui, j'en veux une dernière ». Sinon, on va arrêter ça là, puis les gens pourront venir vous les poser à d'autres moments. Ça vous va, public? Là, c'est à vous de jouer. Je vais sortir le pot. Si votre nom est pigé, oui, c'est celui avec le couvercle rouge. D'accord. Celui-là. Est-ce que tu veux piger la question? Moi? Oui. Gabriel. Le chronomètre va piger la question. C'est une question ou un nom? C'est une question. C'est une question. Je ne sais pas si la personne veut venir la lire. Ça commence par « compte tenu des nombreuses coupures ». Est-ce que la personne se reconnaît puis se dit « Oh, moi, j'aimerais ça lire ma question ». C'est toi? Est-ce que tu veux lire la question? Je peux la lire, mais elle a déjà été semi-posée. Mais bonjour, bonsoir. Compte tenu, je suis directeur d'organismes communautaires, donc vous me voyez venir. Compte tenu des nombreuses coupures de financement des organismes communautaires et sachant que plusieurs personnes du Centre-Sud comptent sur ces organismes pour répondre à plusieurs de leurs besoins, comment allez-vous assurer la santé et la pérennité des organismes communautaires dans le quartier? Ça a déjà été posé, donc vous pouvez répondre ou pas. Hein. Mais je voulais vous parler, donc bonjour. Est-ce qu'on a répondu à ta question tantôt? C'est ça la question? OK. Tu dis, je laisse ma place à quelqu'un d'autre. C'est ça, j'entends. OK. C'est quoi votre organisme? Vous pouvez aller les voir dans vos marches. Ça aussi, on l'a posé un peu tantôt, les mesures pour le logement social. Je ne sais pas si la personne se dit, moi, je veux poser ma question ou préciser ou faire un préambule. Oui, certainement. Moi, je m'appelle Caroline, je travaille chez Sidalis. Donc, je suis intervenante en soutien communautaire. Donc, on sait que le soutien communautaire est sous-financé et c'est un fait. Donc, c'est sûr et certain que je voudrais savoir quels sont vos plans pour pouvoir financer le soutien au logement et aussi au niveau du logement social en général. Donc, je voudrais juste savoir c'est quoi vos idées. On le fait avec celle-là? Je sais qu'on l'a abordé tantôt. Moi, il y a un petit point qu'on a moins parlé, c'est la situation des Airbnb, entre autres. Ça, on en a peut-être un peu moins parlé, mais le problème, entre autres, des Airbnb, c'est le fait qu'ils prennent des logements qui pourraient être redistribués dans la population puis qu'on pourrait les redonner. Parce qu'actuellement, il manque de logements sociaux. On pourrait être en mesure de rapatrier ces logements-là puis exclure le Airbnb. Parce que, selon moi, même si c'est des moyens pour les touristes de pouvoir avoir des locations, je ne pense pas qu'il faut enlever des locations pour les gens qui habitent ici au Québec.
Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut tasser le Airbnb. Il faut complètement l'éradiquer, je pense, même du territoire québécois, parce que les logements au Québec, ben, c'est pour les gens qui vivent au Québec. Merci. Ben, on avait déjà des tours de parole pré-pigés. Donc, comme je vais suivre le tour de parole que Phoebe Laplante a inauguré, donc le suivant, c'était Christopher Bénigneur. Sur ce sujet, je dirais logement et soutien communautaire au logement. Ou Airbnb, enfin. Oui, je pense que c'est intéressant l'idée du Airbnb, même si je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que souvent, on enlève un problème, on en crée d'autres. Je veux dire, le Québec dépend aussi beaucoup des visites extérieures, des touristes, etc. Et puis le Airbnb, c'est quand même des propriétaires qui le mettent sur place. Ce n'est pas quelque chose qui est pas occupé, qui devient occupé à cause d'un Airbnb, dans le sens que l'endroit est déjà sous la propriété de quelqu'un. Donc je ne sais pas à quel point ça vient résoudre un problème de canceller les Airbnb. Je ne vois pas comment ça va résoudre le problème. Non, pour moi, c'est plus regarder les terrains disponibles. Le gouvernement a énormément de terrains à sa disposition. Et je trouve qu'il faut plus réfléchir sur comment mieux les utiliser. Il y a des terrains contaminés, par exemple, notamment. On fait très peu de travail pour les rendre de nouveau vivables. Donc là, on pourrait investir une partie des fonds. Et également, comme je vous disais, à travers un nouveau problème dans la pandémie, il y a énormément de bâtiments qui sont inoccupés. Et je ne vois pas pourquoi tout le monde se dit « Ah, c'est le privé, on ne peut pas y toucher ». Si ça peut débloquer des situations, je trouverais ça vraiment au contraire excellent. Et il faudrait que ça soit bien géré. Comme tout, si c'est mal géré, ça ne va pas bien se passer. Mais si c'est bien géré, puis que ça crée plus de propriétés, pourquoi pas? Et vous savez, moi j'ai parlé à beaucoup de propriétaires dans le quartier qui seraient prêts à faire des bonnes actions dans ce sens-là. Parce que pour eux, ce n'est pas juste des requins affreux. Si on leur donne la possibilité d'être des bonnes personnes, c'est aussi à leur intérêt, ils vont rayonner dans la communauté. Donc moi, je trouve cette approche de dire on va faire comme on a toujours fait, on va donner plus d'argent, on va donner plus d'argent, on va donner plus d'argent. C'est OK, mais pas que ça. Moi, je suis pour une solution où on fait aussi des liens avec le privé. Je pense que c'est une nouvelle approche. Merci. Je voudrais juste... c'est vrai qu'il te restait 30 secondes. Oui, c'est ça. Je veux juste répondre à ce que Christopher a dit. Le problème des Airbnb, c'est qu'il y a des gens qui arrivent, qui vont habiter des logements. Sauf que là, tu as des propriétaires qui réinvestissent dans les blocs. Donc là, ce que ça fait, c'est que ça va augmenter la valeur qui est du quartier. Donc là, c'est qui en écope? Ben, c'est les autres locataires qui sont alentours. Donc là, leur prix du logement, il augmente. Puis là, ils sont plus capables d'y arriver. Donc, c'est sûr que oui, je comprends, oui, il faut stimuler le tourisme, mais c'est pour ça. Mais en même temps, je veux dire, il ne faut pas non plus que la valeur des blocs augmente beaucoup plus que la valeur du quartier. Donc, parce que ça fait en sorte que ça augmente. Puis, c'est les locataires qui ne sont pas capables de... Je suis désolé, mais... Je vais vous arrêter là, parce qu'on est on est dans des tours de 1 minute 30, et j'en ai 3 autres sur la liste d'attente, et donc c'est Alex Tyrrell le prochain sur ce sujet. Oui, merci. Donc, j'aimerais commenter un peu sur les Airbnb. C'est un fait. Il y a des gens qui sont expulsés de leur logement parce que le propriétaire veut louer sur Airbnb parce que c'est plus payant. Donc, c'est un problème réel. Puis, avec un manque d'encadrement de la part du gouvernement libéral, entre autres de Philippe Couillard, ça a permis justement à ces choses-là d'exploser, de déplacer davantage de gens. Donc, il faut poser des gestes. Puis, en termes de développement immobilier, puis de développement de logement, il faut faire ça de façon intelligente. Là, on a tellement de terrains contaminés ou qui sont déjà développés, qui peuvent être redéveloppés. À la place, on est en train de couper des forêts un peu partout là, pour construire des condos, pour construire toutes sortes d'affaires. Puis, c'est un saccage de l'environnement. Et aussi avec le logement, une chose qu'on peut faire pour baisser les frais de hydro et de chauffage pour les gens, c'est premièrement de convertir tout à l'électrique et d'investir dans l'isolation, dans l'efficacité énergétique des immeubles. Ça peut permettre aux gens de sauver beaucoup d'argent là-dessus tout en protégeant l'environnement. Et toute l'électricité qu'on peut sauver pour ça peut être exportée peut-être ailleurs pour déplacer le pétrole, peut être utilisée pour des serres, pour l'agriculture locale. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, mais ça prend un peu de créativité. Et moi, ce que je crains dans ça, c'est qu'on retourne aux périodes d'austérité du gouvernement libéral et du Parti québécois aussi, et même de François Legault à certains niveaux. Là. Il faut investir dans les choses, il faut voir un grand rôle pour l'État dans la gestion du logement, dans la gestion des groupes communautaires, dans la gestion de la santé. Il y a quand même un rôle important à jouer et je trouve que c'est irresponsable de faire des coupes d'impôts et de privilégier ce genre de politique plutôt que le bien-être des citoyens ordinaires. Merci. J'ai Stéphane Marquis, puis ensuite Manon Matsé. Allez-y. Il y a comme par exemple la réglementation. La réglementation municipale ou provinciale pour
rénover des appartements, pour faire une différence au niveau de l'accroissement de l'offre. Ça pénalise aussi notre économie au niveau du marché locatif. Donc, il faudrait alléger, aider. Moi, je répète, c'est un partenariat naturel, comme on retrouve dans toutes sortes de segments d'industrie, où on permet à faciliter la réalisation et la création de produits ou de services. Alors, moi, le Airbnb aussi, c'est un sujet récent. Si on regarde là, dans l'histoire, c'est vrai que ça nous cause beaucoup de soucis, puis ça en cause aussi ailleurs. Il y a beaucoup de villes et de métropoles touristiques à travers le monde qui crient au secours, parce que c'est ça, ils viennent chercher une quantité. Donc, ça limite et ça réduit le nombre de logements. Et donc, oui, c'est ça. Il faut regarder les diverses manières qu'on peut améliorer la situation. Merci. Manon Massé. Et pour ça, sur les Airbnb, ben, ça prend du courage politique, puisqu'on a déjà une réglementation. Malheureusement, il y a énormément de plus. Là, j'ai le chiffre de 6 000, mais tenez-moi-en pas rigueur, je suis plus certaine, juste ici à Montréal, que ce sont des Airbnb illégaux. Mais les politiciens qui ont adopté ces lois-là n'ont pas cru bon de donner les dents nécessaires pour exiger qu'Airbnb fasse le ménage. Je dis Airbnb, mais il y a d'autres plateformes, vous le savez, là. Fait que, donc, ça prend le courage politique d'affronter ces multinationales qui nous demandent de ne pas trop leur mettre de contraintes parce que c'est le libre marché. Moi, il y a deux choses que je n'ai pas eu le temps d'annoncer, de parler tantôt. Québec solidaire s'est engagé à soutenir les jeunes de la DPJ. Hein, les jeunes de la DPJ de 18 à 25 ans qui quittent. On a prévu, c'est la commission Laurent qui nous suggérait ça, on a prévu donc 260 millions pour soutenir les jeunes qui sortent de la DPJ, pour ne pas les abandonner tout seuls dans la rue, puis faire ce qu'on croise ici régulièrement. J'ai parlé déjà du soutien communautaire en habitation. Je pense que l'habitation n'est pas un bien de consommation comme les autres. Un toit sur une tête dans un pays où il fait fret 6 mois par année, c'est un droit. Puis pour ça, il faut qu'on réserve des espaces où le cadre bâti appartient au public pour sortir ça du marché privé et garder des prix les plus bas possibles. Merci. Non? Ben, on va passer à une nouvelle activité. Je sais qu'il y a des candidats qui ont des engagements après. Je vais juste faire une dernière question. Je sais que peut-être je vais piger encore une question sur le financement des organismes communautaires. Ça se peut que je pige une question sur le logement. Je vais la laisser de côté, mais c'est des sujets, je pense, qui tiennent à cœur aux gens qui les envoient, fait que notez-le. C'est les 30 questions que je remets en jeu. Oh, je vois des mains tendues. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu vas piger une question sur le logement. Alors, c'est toi qui l'as mis en plus? Ah, je peux la mettre. Je te laisse la place. Je vais mettre mon micro. Ça va être facile. Je vous rappelle, c'est des questions du public posées telles quelles. Seriez-vous d'accord pour que le Québec imite l'Écosse ainsi que d'autres pays et rendre les produits menstruels gratuits? Au Québec, il y a bien eu une motion adoptée grâce à l'ex-députée Catherine Fournier. Depuis l'adoption de cette motion, le dossier sur la gratuité des produits menstruels a-t-il progressé? N'y a-t-il pas urgence pour les femmes qui vivent avec une situation économique précaire? Alors que l'inflation nous menace, les femmes peuvent se priver d'une sortie au restaurant, mais peuvent-elles se priver de produits menstruels lorsque le sang coule entre leurs cuisses? J'aurais un tour de parole là-dessus quand même. Là, on va revenir à ma bonne vieille feuille. Je vous rappelle, c'est des questions du public qui sont toutes différentes si vous ne me croyez pas. Fait que je la remets là. C'est pas... Ben, j'espère. C'est sous la... Merci. Vous pourrez juger du sérieux de la réponse. Et le premier à inaugurer le sujet, c'est Alex Tarrell.
Ben oui, au Parti vert du Québec, on est entièrement d'accord avec cette proposition. Puis on veut aussi offrir aux femmes qui ont des menstruations douloureuses des journées de congé là, pour s'en occuper. C'est quelque chose qui est très négligé. Et puis, tous les biens essentiels comme ça devraient être couverts par le gouvernement, surtout pour les gens qui ne peuvent pas se le permettre de les payer. C'est un truc qui affecte que les femmes, donc c'est un enjeu, c'est ça, qui discrimine là, par soi-même. Donc c'est important que le gouvernement puisse soutenir ces gens-là et puisse offrir ces produits. Donc ça fait partie du programme du Parti vert du Québec, le nouveau plan vert, vous pouvez le trouver sur notre site web. Merci. Ensuite, on a Stéphane Marquis. Alors, c'est particulier parce qu'on pourrait à ce moment-là aussi envisager la gratuité pour d'autres affectations. Et c'est clairement un défi de réflexion parce que on ne se le cachera pas, il y a bien certainement des impacts sur le fonctionnement et le coût. Il faudrait réfléchir adéquatement sur cette question et d'autres. Il y a aussi, semblerait-il, une question sur le temps de travail chez la femme, contrairement à l'homme, à la maison pour la garde des enfants. Est-ce qu'il faudrait rendre ça aussi une gratuité au niveau des heures faites la semaine? Donc, on paie les femmes 40 heures pour 30 heures de travail. Je pense que c'est des questions de société qui sont à débattre. Et voilà, c'est ce que j'aurais à dire sur la question. Merci. Maintenant, Manon Mancé. Oui, c'est sûr que, en fait, merci pour ta question. On n'aborde jamais ces questions-là, puis on représente quand même 50% de la population. Et je le sais, pour vous avoir côtoyé, je le sais comment, pour vous, chère dame, chère personne qui êtes menstruée, que ça crée un problème régulièrement dans votre budget. Premièrement, parce que ça coûte cher. Ça coûte très cher. Même quand on va vers des produits réutilisables, ce qui est souhaitable pour l'environnement, ça coûte cher. Alors, merci pour la question. J'ai des histoires en tête là, de chaussettes, utiliser un bas pour être capable de maintenir le sang menstruel parce qu'on n'a pas l'argent entre manger puis s'acheter des serviettes sanitaires. C'est manger qui va passer en premier. Puis entre s'acheter comme mère des serviettes sanitaires ou bien de payer un transport à notre enfant, c'est aussi le bas qui va... Ou le papier de toilette. On sait bien le papier de toilette. Mais je ne pourrai pas répondre à votre question parce que demain matin, je fais une annonce sur la question. Mais vous allez être très heureuse de mon annonce. Mais je ne peux pas vous dire les détails. Merci. Ensuite, je retrouve ma liste. Christopher Bellinger. Oui, alors, excellente question, puis je suis d'accord, c'est primordial. Les jeunes libéraux nous ont posé la même question lors de notre dernière assemblée, et on veut le faire. On veut aussi donner accès dans les écoles, et on est en train de réfléchir comment le faire pour que ça marche, et pour qu'on couvre les coûts. Mais oui, absolument, et je trouve qu'aussi, ça va peut-être faire scandale, mais pourquoi pas ajouter à ça les préservatifs pour qu'ils aient accès dans les écoles. Ça a été fait dans d'autres pays et ça fait partie de la santé sexuelle aussi. Et donc, pour rejoindre votre point, on aimerait faire les deux. Merci. Et Phoebe Laplante. Oui, parce que ça coûte cher, mais aussi parce que c'est naturel, en fin de compte. Je peux te dire, 50% de la population, ben c'est quelque chose qui arrive naturellement. Donc forcément, moi je vous dirais oui. Après, dans un cadre financier, il va falloir le définir à long terme. Mais si on est capable d'assurer, par exemple, des transitions de genre, là, des vaginoplasties, même des phalloplasties, puis qu'on est capable d'assurer ça par l'État, on pourrait être capable de financer les serviettes sanitaires. Je pense que ça pourrait être un bon projet. Donc, clairement, si c'est naturel, puis si puis je pense qu'on a les moyens, oui, c'est bon. Je vais pas passer non plus 1 heure là-dessus, mais oui, voilà.
juste très, très simple comme ça. Puis je pense pas que non plus c'est immensément cher. Puis vous allez me dire demain. Parfait. Vous me le direz demain. Bon, ben, on vous remercie pour vos contributions sur ce sujet inattendu, mais qui nous permet quand même de faire une transition vers la conclusion de ce débat. Nous aimerions vous passer une dernière fois 1 minute 30, la parole, une dernière fois 1 minute 30 chacun et chacune là, pour terminer ce débat, rappeler peut-être vos positions ou les éléments clés de votre plateforme. La parole est donc à vous et on reprend le même ordre qu'au tout début. Donc cette fois-ci, ce serait Manon qui ouvrirait. Je vais me relever pour vous voir. Écoutez, merci d'avoir été là. Merci pour vos questions. Je comprends que c'était l'ensemble des questions qui provenaient de nos concitoyens, concitoyennes. Merci aux gens avec lesquels on a discuté. On savait d'entrée de jeu qu'on ne serait pas d'accord sur tout. Donc, l'intérêt, c'est ça. Un débat intelligent, respectueux. Je veux juste terminer en vous disant que pour moi, s'il y a une chose avec laquelle je veux que vous repartiez ce soir, c'est qu'on est capable de faire des grandes choses au Québec, dans notre pays du Québec. On est capable d'avoir des projets nécessaires pour la transition écologique, mais qu'il faut avoir un cadre financier sérieux, avec combien ça coûte, puis où c'est qu'on va chercher l'argent. Et oui, par définition, ceux et celles, que ce soit des entreprises ou des individus, qui en possèdent plus, devront contribuer plus. Et ceux et celles, c'est-à-dire tout le reste, puis ils sont 95% de la population du Québec, on va devoir se serrer les coudes pour relever la crise climatique dans laquelle on est pris. Mais sachez qu'il n'y aura pas de justice climatique s'il n'y a pas de justice sociale. Et là-dessus, vous pourrez continuer à compter sur moi. Merci. Merci Stéphane Marquis. À vous. Alors, merci d'être venus, certains d'entre vous, en bateau à notre événement de débat politique. Je vous dirais que nous avons cette idée fondamentale où on croit que chaque individu a le libre arbitre et il a les meilleurs moyens à sa disposition pour assurer un fonctionnement en société qui est bien équilibré et qui réduit toutes sortes de problématiques engendrées par l'interventionnisme de l'État. On a vécu des choses traumatisantes au cours des dernières années et on voit qu'il y a un certain dérapage et on rappelle à l'idée qu'il y a moyen de ramener ça par le biais de la confiance et la foi en le potentiel de l'individu. Et je remercie aussi mes compatriotes ici québécois. C'est, je crois, rien de plus beau que l'acte démocratique. C'est le moyen de débattre des idées et de voir quels sont les moyens de tirer le meilleur fruit de tous nos efforts. Merci beaucoup. Merci. Alex Tarrell. Bien, merci à tout le monde pour avoir venu ce soir. Merci pour l'invitation. C'est toujours bien le fun de participer au débat électoral puis d'échanger sur différentes idées. Comme j'ai mentionné, le Parti vert du Québec, on est un parti éco-socialiste. On est fondé depuis 1984. On participe aux élections. On cherche à mettre de l'énergie positive dans la démocratie et permettre aux gens de rêver sur ce qu'on pourrait bâtir ici au Québec, de ce qu'on pourrait bâtir en termes d'environnement, en termes de justice sociale, en termes du système de santé, ce qu'on peut faire pour lutter contre le capitalisme sauvage qui est en train de détruire notre société et notre environnement. Le Parti vert du Québec, on présente un programme complet qui touche l'ensemble des enjeux de la politique québécoise. On est un parti fédéraliste, de gauche, féministe,
multiculturel. On veut bâtir un Québec inclusif dans lequel tout le monde est inclus, dans lequel il n'y a pas de discrimination, dans lequel on n'adopte pas des lois pour exclure des gens de la société, de dire aux gens que vous ne pouvez pas être professeur parce que vous portez un symbole religieux. Nous autres, on veut un Québec inclusif qui met de l'avant l'environnement, qui met de l'avant la justice sociale, qui unit des gens plutôt que de les diviser. Je vous invite à voter pour le Parti vert. On est le parti vraiment vert. On entend beaucoup parler d'environnement dans les élections, mais le Parti vert, on est le parti original pour l'environnement. On a ça à cœur. On est très sincère dans le programme qu'on met de l'avant. On a une équipe de super candidats très diversifiés à travers le Québec. Ça serait un honneur pour moi et pour notre parti de pouvoir compter sur votre soutien le 3 octobre. Merci. Merci. Phoebe Laplante. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ça, c'est super dans ce cas-là. Je voudrais finir en parlant de sujets dont on a plus ou moins parlé, entre autres du déclin du français à Montréal. Souvent, on parle d'environnement, on parle de logement, on parle d'inflation. C'est des sujets hyper populaires à l'heure actuelle. Mais on voit le français qui commence à décliner, puis on a l'impression qu'il n'y a personne nécessairement qui s'en préoccupe, alors que c'est super important. Puis je parle pour ma langue, je parle pour ma culture. Il faut s'en préoccuper. Puis il faut s'assurer que oui, notre immigration soit 100% francophone économique. Là. Je veux dire, il ne faut pas non plus que ce soit tout le monde qui soit francophone, là, mais pour l'immigration économique, 100% francophone, je pense que c'est une bonne mesure, entre autres, parce que ce qui va nous réunir tout le monde ensemble, c'est le français, c'est notre culture, c'est notre identité québécoise. Après, il y a ceux et celles qui viennent d'arriver, puis il y a ceux et celles qui sont là depuis bien longtemps. Donc, c'est la réunification de tout le monde, que c'est comme ça qu'on va pouvoir être ensemble, puis on va pouvoir se démarquer à travers le monde. Et cet outil-là, pour pouvoir se démarquer à travers le monde, c'est l'indépendance du Québec. C'est de pouvoir décider par soi-même ses politiques environnementales, sa propre manière de voir la culture. Puis donc, c'est tout ça. C'est tout ça qui nous allume. Puis moi, je vous encourage à voter pour le bon bord, c'est-à-dire pour le côté indépendantiste. Puis tous les indépendantistes qui sont là, votez pour le Parti québécois le 3 octobre prochain. Merci beaucoup. Merci. Et Christopher Bonninger. Merci encore à tout le monde d'être venu, puis pour vos super questions. On a tous été vraiment stimulés par vos questions. Aussi de belles rencontres ce soir. On a eu un bel échange aussi avant le débat. On a pu échanger nos idées. Puis dans une démocratie saine, c'est rassurant qu'on peut se challenger, qu'on peut se mettre au défi, mais qu'on veut trouver des solutions ensemble. Ce qu'on partage tous, si je peux me permettre, sur cette scène, c'est qu'on veut aller dans une direction différente que ce qu'on a en ce moment. Et comme par hasard, la personne qui n'est pas là, c'est la direction qu'on veut changer. Exactement. Et donc, comment y arriver? Moi, j'aimerais parler à un moment de l'audacité québécoise. L'audacité, c'est un mot que j'aime bien. Puis c'est un mot que j'ai beaucoup entendu depuis que je suis revenu ici. Vous savez, j'étais parti du Canada. Je suis revenu du Canada au Québec comme un boomerang il y a 18 ans pour créer ma propre entreprise, pour participer à la société québécoise. Et un de nos points forts, c'est notre audacité. Et on est dans un moment crucial de notre histoire. On vient d'être mis à défi comme jamais auparavant avec cette pandémie. C'était fou pour tout le monde. C'était complètement un défi incroyable, sociétal, économique, à tous les bords. Et maintenant, on sort du tunnel quelque part et on veut vraiment aller de l'avant. Et je crois que c'est un moment de jouer sur notre audacité, bien québécoise, pour combiner des solutions qui sont vraies au niveau de l'économie, qui sont vraies au niveau social. Et c'est ce mélange, cet hybride, moi j'aime bien l'appeler cet hybride, qui représente, oui, mon parti, mais qui me représente aussi. Je suis un gars qui est vécu partout dans le monde, qui comprend les défis et les opportunités à l'international, mais qui croit aussi à notre identité bien québécoise, à notre français qu'on veut garder et qu'on veut encourager le monde à apprendre, pas les punir pour pas le savoir. Et finalement, les 2 dernières secondes, il y a la plateforme Hydro qui va relancer notre économie, comme M. Lévesque, quand il était libéral, l'a fait avec Hydro-Québec. Eh bien, nous, on va faire ça avec l'hydrogène. Je vous remercie tous d'être là et n'oubliez pas d'aller voter le 3 octobre et j'espère que ce sera pour moi. Merci. Merci. Je vais juste vous faire un message parce que j'ai peur d'oublier. Admettons que vous voulez revoir le débat ce soir ou vous voulez juste revoir la performance des animateurs, n'est-ce pas? Bien, ça va être disponible sur Facebook, sur la page de l'événement, si jamais vous voulez le revoir. Ou si vous voulez en parler à vos concitoyens, voisins qui disent hey, « va voir ça, c'est intéressant », je vous invite à le faire. Ça, c'est un message qu'il fallait que je passe et je vous le dis.
Avant de vous quitter, ben c'est sûr, j'ai une liste de remerciements. Je pense que c'est important de les faire. D'abord, merci à vous tous, même dans la salle, de votre présence, votre participation. Surtout aux candidats, c'est pas toujours évident de se mettre au jeu comme ça, mais j'ai bien aimé ma soirée avec vous. J'espère que c'est réciproque. Meilleure des chances pour chacun d'entre vous pour la fin de cette campagne. Donc, merci à vous. Merci à notre public présent. Je sais que c'était pas la soirée la plus sympathique pour sortir, fait que bravo à vous. Ouais, vraiment. Bravo aux gens. Merci d'ailleurs aux gens qui sont peut-être là virtuellement. Oui, ils méritent une main d'applaudissement. Merci au public virtuel aussi. Je voulais aussi remercier tous ceux qui ont pris le temps de nous envoyer des questions. J'aurais voulu toutes les poser, mais c'était pas possible. C'était vraiment des chouettes questions. Je tiens à le souligner. Merci au Centre Saint-Pierre pour votre accueil, toujours chaleureux. Je veux remercier aussi la télé communautaire Frontenac, l'équipe de Fernando. Je ne peux pas tout vous donner, je ne me souviens plus de vos noms, mais je voulais vous remercier de tout le travail que vous avez fait. Ça a commencé un peu sur des chapeaux de roue, mais c'est pour ça qu'on vous aime. Je voulais aussi remercier l'équipe de la CDC Centre-Sud, mes charmants collègues que j'adore. Il y a Sarah qui est virtuellement avec nous, qui lit tous les commentaires et va nous faire un rapport demain. J'ai Gabriel qui était gardien du temps, j'ai François qui veillait à ce que je fasse bien ça et Estelle qui était là, support moral. Merci Estelle. Je vais remercier aussi tous les... fais-le, toi, tes collègues. Je vais remercier mes collègues, moi aussi. Donc, Judicaël qui était là, préposé au PowerPoint ce soir, mais qui fait beaucoup plus normalement. Georges à l'entrée qui est là aussi. Et il y avait Anne-Marie plutôt qui a dû partir. Donc, merci beaucoup pour votre collaboration. Donc, je finis avec un message sur la démocratie. N'oubliez pas d'aller voter le 3 octobre. Je crois que les votes par anticipation, c'est le 25-26 septembre. Donc, si vous avez déjà de quoi de prévu le 3 octobre, vous y allez avant, s'il vous plaît. Et ceux qui n'ont pas le droit de vote, vous pouvez quand même en profiter autrement ou influencer les gens qui vous entourent. Merci à vous tous et à la prochaine fois, comme disait l'autre. Merci.